Donc bonjour à toutes et à tous pour notre je ne sais pas quantième séance du séminaire HLH sur continuité et discontinuité. Et aujourd'hui, nous allons écouter Julie Burgeot qui fait sa thèse avec moi à l'Université Paris-Nanterre et qui, je crois avoir compris, est dans ses petits souliers car c'est sa première communication. Et donc, elle a eu des états d'âme, mais alors ma problématique, mais attends, mais mon plan, mais non, mais gna gna. Donc, soyez indulgents pour cette jeune apprentie chercheuse qui se jette dans le grand bain pour la première fois, avec les petites bouées et tout ça, mais elle a la peur au ventre quand même. Donc, Julie, nous t'écoutons avec grand plaisir. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens à remercier Caroline pour l'invitation à ce séminaire et les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je vais donc vous parler des continuités et discontinuités dans les œuvres numériques de Belén Gachet. Donc, la discontinuité, c'est une notion clé pour comprendre l'œuvre numérique de la poétesse qu'elle emploie dans l'un de ses ouvrages théoriques pour caractériser l'écriture. La escritura sería considerada como agrietamiento y discontinuidad y como una suerte de modelo para armar. Afin de comprendre les enjeux qu'implique ce concept, il est nécessaire de consulter sa définition. Dans le trésor de la langue française informatisée, nous pouvons lire que la discontinuité est le fait d'être interrompu dans l'espace et le temps, mais également le fait de varier dans le temps. Cette définition, qui est assez succincte, ne semble être qu'une opposition à la notion de continuité qui est définie comme le fait de ne pas être interrompu dans l'espace et le fait de durer sans interruption ou presque et avec des variations. Outre la dimension spatio-temporelle, cette définition semble trop restreinte quant aux possibilités qu'offre la littérature numérique, et plus particulièrement celle de Gachet. Cependant, l'un des aspects pertinents de la définition de discontinuité est la notion de variation, dont l'acception musicale évoque un procédé d'improvisation ou de composition qui entraîne la transformation d'un élément musical repris sous différents aspects, mais toujours reconnaissable. Cette idée est particulièrement intéressante au regard de l'œuvre de Gachet, qui revêt une dimension sonore et qui propose une transformation, notamment à travers la réécriture. Donc, avant d'entrer plus en profondeur dans l'analyse de ces œuvres, il conviendra de comprendre l'objet numérique. En 2006, le théoricien de poésie numérique Philip Booth définit la littérature comme toute forme narrative ou poétique qui utilise le dispositif informatique comme médium et met en œuvre une ou plusieurs propriétés spécifiques à ce médium. Parmi ces propriétés, il cite l'algorithmie, la générativité, le code numérique ou encore l'interactivité. Afin de compléter cette définition, nous pouvons également citer celle de l'universitaire Claudia Kozak, qui dit « Literatura generada en, por, desde, hacia dispositivos electrónicos actualmente digitales. Literatura programada en código binario a través de la creación y uso de diversos software y experimentada en vinculación con interfaces digitales. » La notion de réseau, absente de cette citation, est également un élément qu'il convient de signaler, puisqu'une connexion Internet peut être nécessaire pour la réalisation de certains récits. Ces définitions permettent donc de comprendre les caractéristiques fondamentales de la littérature numérique. Il est indispensable de considérer cet objet dans sa globalité, de sa matérialité à son écriture, et dans un développement constant grâce au progrès informatique, dont le point culminant serait aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ces paramètres, plus ou moins innovants, refaçonnent les expériences de lecture et d'écriture. L'œuvre numérique nous incite donc à repenser la littérature en tant que telle. Les prémices de la littérature numérique se situent dans les années 1950 au Royaume-Uni et dans le milieu des années 1960 et le début des années 1970 en Amérique latine. Elle atteint son paroxysme dans les années 1990 et 2000, et c'est à ce moment-là que l'autrice argentine commence à publier ses ouvrages de poésie conceptuelle et de littérature expérimentale. L'une de ses premières œuvres serait World Toys, qui date de 1995 ou 1996, et qui a été achevée en 2006 et actualisée en 2021. Autrice d'autres créations comme Kublai Moon et Un día cualquiera enseñó, Belén Gachet est aujourd'hui considérée comme l'une des pionnières de la littérature numérique féminine et féministe en Amérique latine. Nous nous concentrerons ici sur 5 créations de la poétesse qui s'intitulent World Toys, El Blog de los Sueños, Sabotaje Retroexistencial, Un día cualquiera enseñó et Poesías de las Galaxias Ratonas. Afin de présenter succinctement ces œuvres que nous avons sélectionnées, nous pouvons résumer World Toys comme
una antología de trabajos de literatura y poesía electrónica e interactiva realizados entre 1995 y 2006. Siguiendo una línea que enfatiza la relación entre las reglas lingüísticas y el juego y que va desde Lewis Carroll, pasando por la literatura de las vanguardias históricas, la poesía concreta y la netpoesía, están concebidos a partir de diferentes estrategias como el hincapié en la materialidad de los signos, la interactividad, las combinatorias, el azar, las instrucciones, la reescritura y que buscan desconstruire los estándares del libro impreso. El blog de los sueños est présenté par la poétesse comme un journal personnel retraçant ses rêves nocturnes. Un nocturnio, dado que registra lo que sucede durante la noche en mis sueños. Por eso está escrito con letras blancas. Enfin, Sabotaje rétroexistencial et Poesías de las galaxias ratonas appartiennent à la collection Kubla y Moon qui est décrite par la poétesse comme de la science-fiction linguistique. Enfin, Un día cualquiera enseño est un journal de bord retraçant le cours d'une journée d'un personnage. Ces récits, qui semblent à première vue, du point de vue thématique, assez différents, partagent pourtant un certain nombre de caractéristiques communes, comme leur continuité avec la tradition littéraire, la notion de voyage à travers l'expérience de lecture, ou encore la réflexion proposée sur le langage et la littérature. Nous nous demanderons en quoi Belen Gachet bouleverse le paradigme de la littérature traditionnelle. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur l'expérience d'écriture à travers l'héritage littéraire mobilisé dans les œuvres et les nouvelles expérimentations que permet l'objet numérique afin de comprendre son rapport à la continuité et discontinuité. Dans un second temps, nous analyserons l'expérience de lecture par la matérialité de l'œuvre et la question de l'octorialité pour entendre les nouveaux rapports entre lecteur et auteur que propose la littérature numérique. Enfin, nous nous attarderons sur la méta-réflexion que propose ce corpus par le biais de son lien avec la postmodernité et de sa dimension politico-sociale dans le but de percevoir les enjeux des œuvres de Belen Gachet. Donc, dans cette première partie, il s'agira d'exposer l'expérience d'écriture de Gachet qui inscrit son œuvre dans une continuité littéraire. Dans l'un de ses essais, la poétesse indique sa filiation à la généalogie française avec Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida, qui lui permet de repenser sa relation aux choses et concernant l'aspect littéraire et artistique avec la nouvelle avant-garde. Dans le cas de la philosophie, Gachet reprend notamment la réflexion sur le langage que Deleuze associe à la notion de simultanéité et dont le sens est une production. Celle de Foucault permet à l'écrivaine de considérer le langage comme un moyen de rupture, de discontinuité. La reprise de Derrida concerne en revanche la question d'une lecture autre à partir d'une écriture autre et d'une interprétation active du lecteur dans un processus de déconstruction des sens établis. Concernant le dadaïsme et le cubisme, la poétesse reprend des caractéristiques majeures de ces mouvements, tels que le collage, le jeu et la création de nouvelles conditions d'expérimentation. Cette continuité avec la tradition philosophique et littéraire française est présente dans l'œuvre de la poétesse de façon implicite, dans sa conception de l'œuvre, mais également de façon explicite, puisqu'elle l'évoque dans ses travaux théoriques et qu'on peut en observer des éléments dans ses récits. Si nous prenons le cas du cubisme plastique, nous pouvons en observer des traces dans le poème El idioma de los pájaros, à travers la notion de collage. Donc cette technique qui consiste à récolter des éléments préexistants et à les ajouter dans une nouvelle création à l'aide de différentes matières dans le cadre d'une peinture, permet de souligner les concepts de polyphonie et d'intertextualité. Dans ce poème, nous sommes confrontés à un récit sans trace écrite et purement oral. Lorsque donc, les ajouts de texte me concernent, je les ai réalisés pour une lecture plus aisée. Donc, lorsque nous cliquons sur l'image située en dessous du titre, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec cette même illustration. Aucun mouvement, son ni texte n'apparaît. Quand le lecteur déplace sa souris, il remarque qu'il peut cliquer sur les 5 oiseaux. Lorsque l'utilisateur a cliqué sur l'un des oiseaux, il se rend compte que le bec de l'oiseau se met à bouger et qu'un son sort de l'ordinateur. Cette voix très robotique récite alors un poème. En fonction de l'animal choisi, le poème ne sera pas le même. Il est possible d'écouter les poèmes un par un ou bien de cliquer sur tous les oiseaux à la suite afin d'écouter le son cacophonique de ces récitations. Ces oiseaux proposent les poèmes suivants: l'Eda de Darillo, le Pan d'Apollinaire, le Cygne de Baudelaire, Rima 53 de Becker et le Corbeau d'Edgar Allan Poe.
Nous pourrions ici parler de collage dans le sens où ces 5 extraits préexistants sont intégrés dans cette nouvelle création, dont une représentation visuelle est ajoutée à cet intertexte, ainsi qu'une dimension sonore. La multiplicité des figures animales et des poèmes récités crée une polyphonie conduisant à un brouhaha discordant. De la même manière que la peinture surréaliste ou cubiste utilise différentes matières, la poétesse a recours à différents procédés, que sont l'hyperlien, l'intertexte, l'image, le son, qu'elle fusionne pour créer son propre collage. Ces éléments hérités associés à la proposition numérique de la poétesse illustrent ainsi l'affiliation avec la tradition avant-gardiste du XXe siècle et avec le canon littéraire du XIXe et XXe siècle. Le point commun entre ces textes est leur thématique dédiée à une espèce d'oiseau, le cygne, le paon, l'hirondelle et le corbeau, mais la représentation visuelle de l'animal ne correspond pas à celui de la dimension sonore du poème, témoignant d'une certaine discontinuité. Il était intéressant de remarquer que Gatché a réalisé ici une sélection d'extraits poétiques dans le canon littéraire avec un motif commun, afin de construire sa propre interprétation. Dans ce cas, l'autrice n'a pas modifié les extraits originaux, ce qui n'est pas le cas de toutes ses œuvres. Dans Un día cualquiera enseño, la poétesse réécrit le chapitre Uno de tantos días enseño du livre collage Último Round de Cortázar en reprenant la même structure, celle d'une journée détaillée par des indicateurs temporels. Les deux récits partagent également le motif de l'échange, épistolaire dans un cas et électronique dans l'autre. En effet, nous pouvons lire dans le récit de Cortázar, Carta de Octavio Paz, tandis que Gatché écrit dans son œuvre Me siento al ordenador y le pongo un correo a Marguerite Duras, Lo mando con copiare mon que no, y Nathalie Sarraute. Ces récits rendent visibles des figures littéraires importantes, telles que John Cage, Octavio Paz dans le cas de Cortázar, ou bien Cortázar, Italo Calvino dans le cas de Gatché. Il est intéressant d'observer que l'autrice ne se contente pas seulement de réécrire l'une des œuvres de Cortázar, mais le cite également au sein de son récit, soulignant l'aspect réflexif de sa démarche, tout en réaffirmant une continuité littéraire. Le récit de l'écrivain et le fait de citer son nom permettent ainsi un effet de miroir à travers lequel le texte de Gatché reflète celui de Cortázar, tout en proposant un récit alternatif. La continuité de la littérature numérique avec la tradition n'est pas seulement un élément spécifique à Gatché, car un grand nombre de théoriciens des Digital Humanities partagent l'idée selon laquelle l'inspiration de l'e-poésie viendrait des avant-gardes du début du XXe siècle. Tout comme les écrivains et artistes futuristes, cubistes, constructivistes et dadaïstes expérimentaient à cette époque de nouvelles façons de créer, l'objet numérique semble adéquat pour s'inscrire dans la même lignée. Le caractère expérimental s'inscrit donc dans une continuité dont nous développerons les caractéristiques un peu plus tard. L'italien Italo Calvino, cité dans l'œuvre Un día cualquiera enseño, est mentionné et sa mention n'est pas anodine et s'inscrit dans la conception de l'écriture de Gatché, puisqu'il considérait que les écrivains étaient des machines à combiner des mots à partir de règles déterminées. Cette idée de machine et de combinaison nous fait penser à la notion d'algorithme, à savoir à un mécanisme réglant le fonctionnement de la pensée organisée et s'explicitant par des représentations analogues à celles des mathématiciens. Dans Sabotaje Retroexistencial, nous pouvons lire un fragment de code du personnage robot Al-Halim X9009 provenant d'un algorithme complexe capable de générer des poèmes sauvés par le personnage Belen Gatché. Le robot poète qui possédait le cœur humain de Belen Gatché a en effet été tué par une société ayant programmé son obsolescence et la protagoniste a alors récupéré les données qu'elle pouvait sauver. Cette œuvre permet de générer des poèmes de façon aléatoire qui sont uniques et éphémères, de les télécharger au format PDF, de les imprimer et également de les écouter. Au regard de la conception de l'écrivain machine d'Italo Calvino, Sabotaje Retroexistencial semblait une mise en récit de la notion de combinaison et s'inscrit dans la continuité de la pensée de l'écrivain. En lien avec l'Oulipo et la notion d'écrivain machine, l'une des notions qui a émergé à partir des avant-gardes et des groupes littéraires du XXe siècle est celle d'écrivain médium ou d'écrivain opérateur. Gioconda Marrone mentionne ce point lorsqu'elle évoque la conception des poètes baroques selon l'Oulipo. El poeta era un operador de elementos, versos combinatorios del barroco, similares a las experiencias maquínicas digitales. La nouvelle conception de l'écrivain proposée à cette période est celle d'une personne combinant des éléments en cherchant les relations occultes du langage, et l'idée de génie créateur est abandonnée. Les mots occupent alors la place centrale dans l'écriture à défaut de la voix narrative qui est désacralisée. La décentralisation de l'autrice au profit du langage est également abordée par Barthes lorsqu'il parle de la mort de l'auteur.
Je cite, « C'est le langage qui parle, ce n'est pas l'auteur. Écrire, c'est, à travers une impersonnalité préalable, atteindre ce point où seul le langage agit, performe, et non moi. » Gatché reprend ce point et écrit dans l'un de ses essais à propos de 2 poèmes de Word Toys, No somos nosotros los que hablamos, sino que es el lenguaje el que habla a través de nosotros. Dans cette perspective, sabotaje retroexistencial est pertinent pour illustrer nos propos, puisque les données sauvées par le personnage Belen Gatché priment sur la voix poétique du défunt robot-poète Alalim, dont nous avons peu de traces. L'effacement de la voix poétique permet au lecteur de porter toute son attention sur le langage. De la même façon, le fait que la voix poétique soit incarnée par une machine, un algorithme, est révélateur de la place qu'occupe cet objet littéraire au service de l'écriture. L'algorithme est une écriture qui renvoie au code et nous invite à réfléchir à ce nouveau langage. Ce type d'écriture n'est pas visible par le lecteur et a l'unique fonction de programmer l'apparition du texte. Ce code imperceptible par le lecteur semble irréel, imaginaire. La notion de structure linguistique imaginaire s'inscrit également dans un héritage littéraire, notamment lorsqu'on pense à l'écrivain irlandais du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, Jonathan Swift, qui souhaitait expérimenter de nouveaux langages, expérimentation reprise par un grand nombre d'écrivains français de science-fiction au XXe siècle. Le langage imaginaire est présent dans l'œuvre de la poétesse, non seulement à travers l'écriture programmée, mais également grâce à la création d'une langue nouvelle, la création des Galaxias Ratonas. En effet, dans Poesías de las Galaxias Ratonas, nous observons une écriture inventée à partir d'une typographie créée par Gatché qui s'intitule Ratonas Sans. Ce nouveau langage a été imaginé et conçu afin d'attribuer une langue spécifique à la population des Galaxias Ratonas, située à 300 millions d'années-lumière de la planète Terre, dans la constellation de la chevelure de Bérénice. Et une nouvelle fois, Gatché démontre la continuité de ses œuvres avec un héritage littéraire. Même si l'œuvre de Gatché s'inscrit dans une certaine continuité vis-à-vis de la tradition littéraire, l'outil numérique lui permet d'expérimenter de nouvelles modalités d'écriture. Parmi ces modalités se trouve la notion de jeu, qui a été exploitée notamment au XXe siècle avec la poésie concrète et le dadaïsme. Cependant, les outils technologiques permettent de les repenser. Word Toys suggère la dimension ludique dès son titre et dès son affichage à l'écran, où l'on peut voir une femme en train de faire des bulles qui contiennent les lettres du nom de l'œuvre. Escribe tu propio Quijote nous semble être l'un des exemples les plus pertinents de la ludicité de l'écriture. Après avoir cliqué sur l'image de Cervantes, une fenêtre s'ouvre proposant la représentation visuelle d'un onglet intitulé El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, dont le contenu est une page blanche d'un logiciel de traitement de texte. Lorsque l'utilisateur tape une lettre sur son clavier, quelle qu'elle soit, le récit commence à se rédiger de façon autonome. Cependant, les lettres tapées sur le clavier ne correspondent pas à celles apparaissant à l'écran, et le texte généré n'est en fait que l'incipit de l'œuvre de Cervantes. La réécriture par le lecteur nous interroge ainsi sur l'auteur du récit, par la dimension ludique et le choix de Don Quichotte qui nous renvoie nécessairement à la réécriture de Borges dans Pierre Ménard, auteur del Quijote. L'extrait de Gatché apparaît ici comme un jeu visuel, linguistique et interactif qui propose une expérience d'écriture nouvelle. Cela nous amène à considérer un autre aspect fondamental de l'écriture de Gatché, qui est son utilisation du langage informatique et de systèmes sémiotiques variés. Il est intéressant de considérer l'écriture codée, à savoir le langage informatique, au regard du langage naturel. Le multilinguisme est un concept clé de l'œuvre de la poétesse qui s'illustre par son recours à différentes langues, comme le français et l'anglais dans El idioma de los pájaros, l'espagnol dans la majorité de ses œuvres, la langue inventée des Galaxias Ratonas et le langage de la programmation. Nous pourrions également inclure dans ces langages le musical et le visuel. Dans le cas de la poésie numérique, Encarna Alonso Barrero parle de multilinguisme puisque les supports numériques permettent la création et la lecture de ces différents éléments et constituent ainsi la logique de ces textes. Cette analyse nous semble particulièrement pertinente appliquée à l'écriture de Belen Gatché, qui utilise le langage informatique pour expérimenter de nouvelles créations et différents systèmes sémiotiques, donc linguistique avec l'anglais, le français, l'espagnol, une langue inventée, visuel avec des images fixes ou animées, et phonique avec des sons de diverses natures. Les dispositifs numériques offrent des possibilités jusqu'alors impossibles, comme la combinaison de ces systèmes sémiotiques qui ne sont pas pour autant nouvelles et que de nombreux écrivains ont déjà expérimenté. L'espace proposé est ainsi similaire à celui dont parlait Barthes. Je cite, « Un espace à dimensions multiples, où se marient et se contestent des écritures variées, dont aucune n'est originelle. Le texte est un tissu de citations.
issus de mille foyers de la culture. L'écriture de la poétesse semble ainsi partagée entre la continuité d'une tradition littéraire ayant réalisé des expérimentations similaires et la discontinuité grâce à l'outil numérique qui permet d'ouvrir le champ des possibles littéraires en concrétisant de nouvelles formes d'écriture. Il s'agira dans cette deuxième partie d'envisager l'expérience de lecture que propose Gatché. La littérature numérique créée par et pour des outils électroniques implique nécessairement une réflexion sur la matérialité de l'œuvre. La majorité des créations de Gatché est consultable en ligne grâce à un ordinateur ou un téléphone portable et une connexion Internet, condition matérielle indispensable pour la lecture de ces textes. Le livre semble alors immatériel et impalpable en raison du fait qu'il ne soit pas en format imprimé. Il est important de différencier les notions de littérature numérique et de littérature informatisée, puisque dans le second cas, il ne s'agit pas d'une création pensée sur, pour, depuis et vers l'outil technologique, mais plutôt d'un extrait adapté et diffusé en ligne. Dans le cas de notre objet d'analyse, celui de l'œuvre numérique, de multiples dispositifs informatiques ont été mobilisés au moment même de la conception du récit. Bien que la matérialité du récit soit différente de celle d'un recueil de poèmes en format papier, le lecteur se retrouve rapidement ses repères, notamment dans WordToys, où la présentation de l'œuvre est celle d'un livre imprimé, dont la couverture mentionne le titre de l'œuvre, le nom de l'écrivaine, et est illustrée d'une image, comme dans son format traditionnel. Le fait que Gatché produise des récits numériques ne l'empêche pas pour autant d'avoir recours au format papier. Le projet narratif Kublai Moon, dont l'origine vient de publications sur un blog, a donné lieu à l'impression d'un volume, Kublai Moon, qui comprend 3 parties. Ces textes ont été regroupés dans un volume papier, indiquant que l'affranchissement du format traditionnel par l'autrice n'est pas total. Cependant, ce texte est l'un des rares à avoir été édité et la plupart de ses créations numériques sont uniquement consultables en ligne sur son site web. Ceci s'explique par le fait que l'un des éléments constitutifs de la littérature numérique est de ne pas être réduit au format imprimé, comme l'indique notamment Alex Somme-Pascual. Ces types d'œuvres électroniques, également connus sous le nom de littérature née numérique, désignent essentiellement des textes littéraires qui ont été conçus sur un ordinateur pour être exécutés sur un ordinateur et qui perdraient une grande partie de leur signification expressive s'ils étaient imprimés. De la même façon, l'imitation de la couverture du livre et de son format ne concerne qu'une infime partie des œuvres de Gatché. Cette nouvelle matérialité de la littérature est indissociable de son contenu dynamique et de sa transmédialité. La continuité entre le contenu et la forme démontre un nouvel engagement avec la matérialité de l'œuvre. Dans le cas de Southern Events, dont vous avez une capture d'écran juste ici, nous sommes face à une expérience purement sonore et visuelle où nous nous laissons guider par la voix d'une hôtesse de l'air, nous préparant à un vol à 100 millions d'années-lumière. Tandis que le son ancre dans un contexte narratif, l'utilisateur peut parcourir une carte stellaire ancienne, similaire à celle de Ken Welch, avec son curseur matérialisé par l'image d'un avion, le récit étant déclenché par le clic de la souris du lecteur. La voix narrative initie le récit. Bienvenidos, señores pasajeros, al vuelo 516 de la línea Southern Events con destino a la constelación de la Libra Austral, avec le bruit de fond d'un Airbus 320, tandis que le lecteur parcourt la carte du ciel grâce à l'icône de l'avion Douglas N-70C. Ce caractère simultané rappelle la pensée de Deleuze sur le langage. Je cite : « Ce sont les événements qui rendent le langage possible. Mais rendre possible ne signifie pas faire commencer. On commence toujours dans l'ordre de la parole, mais non pas comme dans celui du langage, où tout doit être donné simultanément d'un coup unique. » Ce point est également abordé par Derrida, qui considère que le sens naît de diverses expériences simultanées, notamment à travers la non-linéarité et la pluralité des sens. Southern Events est ainsi une manifestation dynamique de cette simultanéité, nous proposant à la fois une immersion dans cette aventure à travers les paroles de la voix narrative et à la fois à travers la possibilité de se déplacer dans l'espace céleste. La combinaison de plusieurs médias, sonores et visuels, associés à l'interactivité, permet une expérience unifiée au lecteur et souligne la continuité de la matérialité de l'œuvre avec sa diégèse et la discontinuité avec la littérature imprimée, dont les contours sont trop rigides pour de telles expérimentations. Le numérique permet également de libérer le lecteur de l'enfermement du livre comme objet, comme l'indique Foucault. Le livre, cette chose dans laquelle nous autres, nous sommes aussi enfermés. Comme nous l'avons vu dans le cas de WordToys, la lecture d'une œuvre numérique peut s'apparenter à celle d'un livre imprimé.
Le lecteur clique en bas à droite de l'écran afin de tourner la page. Il entend en même temps le bruit de la page qui se tourne et il peut, s'il le souhaite, consulter le sommaire de l'ouvrage et choisir parmi les 13 textes celui qu'il souhaite consulter. Cependant, dès la découverte des textes, l'utilisateur fait face à une lecture fragmentée et non linéaire, rompant avec la structure habituelle des textes imprimés. Même s'il est toujours dans une posture de lecture, la forme de l'expérience varie compte tenu du format de la page fixe qui diffère ici. C'est ce qu'affirme Joan Elias Adel, je cite. Leer es siempre leer en el sentido de que esta acción consiste siempre en percibir y captar signos que emanan del trabajo de un autor, pero la manera, las disposiciones que reclama la lectura de los textos electrónicos, que es una escritura ambigua, no fijada, flotante, son radicalmente nuevas. Dans Mariposa's Libro, comme dans d'autres extraits de Word Toys, après avoir cliqué sur le lien pour ouvrir l'œuvre, le lecteur se retrouve face à une interface composée d'une citation au centre et de papillons de diverses espèces qui l'entourent, sans aucune indication. En cliquant sur l'un des insectes, l'extrait du texte au centre change de façon aléatoire. Ce procédé, similaire à celui de Sabotare rétroexistential, propose au lecteur une expérience de lecture fragmentée et non linéaire sur un livre-écran. Aucun élément contextuel n'est apporté et l'utilisateur peut commencer l'œuvre et la terminer lorsqu'il le souhaite, celle-ci n'ayant ni début ni fin. Gatché parle de cette structure en la comparant au modèle encyclopédie. Je cite. El modelo enciclopédico es una estructura textual basada en una suerte de collage de citaciones que remiten unas a otras sin seguir un modelo lógico lineal que no posee un principio ni fin definido y que permite múltiples entradas de lectura determinadas por la elección del lector. Una enciclopedia es, además, un mapa que cartografía espacios simbólicos. Les perspectives de lecture sont multiples, le lecteur ayant le choix d'emprunter le chemin qu'il souhaite, ce qui nous fait penser au texte comme un labyrinthe. Pour accéder à l'œuvre Word Toys ainsi qu'à ses chapitres, de nombreuses manipulations sont nécessaires car l'utilisateur doit placer son curseur au bon endroit, cliquer, laissant s'ouvrir une nouvelle fenêtre à chaque étape, et l'accès à ces différents moments demande des efforts au lecteur qui peut se retrouver perdu dans cette multitude d'onglets. Selon la poétesse, l'ouverture de ces fenêtres symbolise l'ouverture du lecteur à d'autres possibilités de lecture. De hecho, el mismo libro puede ser entendido como una ventana que nos permite el acceso a otros mundos posibles. La difficulté d'accès aux différentes parties de la création peut également entraîner une certaine illisibilité de l'œuvre. En effet, la lecture de la disposition visuelle prend le dessus sur la sémantique et c'est l'un des lieux communs de la littérature numérique. Lorsque nous prenons le texte Poesías de las Galaxias Ratonas, dont vous avez un extrait juste ici, qui a une présentation plutôt classique, il nous est impossible de comprendre son sens à cause de la présence de caractères indéchiffrables. La typographie est inventée et empêche le lecteur d'accéder au sens de l'œuvre. Ce n'est qu'en téléchargeant cette écriture mise à disposition par Gatché sur son site ou en copiant-collant le texte dans un fichier de traitement de texte que l'extrait apparaît avec un alphabet latin compréhensible. Le lecteur doit donc faire des démarches afin d'accéder au sens de ses créations et doit adopter une posture active. L'illisibilité de l'œuvre est d'ailleurs interprétée par Bertrand Gervais comme la fin du livre. Je cite. « Le livre est toujours présent comme objet, mais absent comme texte, disponible mais neutralisé, visible mais illisible. C'est le point d'ancrage dans l'imaginaire de la fin du livre. » Cette nouvelle expérience de lecture est rendue possible par le caractère novateur de l'écriture, idée développée par Derrida que Gatché cite sur son site web. Parce que nous commençons à écrire autrement, nous devons relire autrement. Cette écriture autre, conduisant à une lecture autre, permet de comprendre le monde différemment, notamment à travers une organisation spatiale nouvelle. C'est précisément ce que la poétesse met en place dans ses récits, innovant par son utilisation de l'outil numérique et proposant une expérience de lecture inédite. La participation active du lecteur est essentielle à la construction du récit dans la littérature numérique et le rend ainsi lecteur, spectateur, acteur. Sans son interaction avec les hyperliens, l'œuvre ne prend pas forme. Il doit donc adopter la figure d'un lecteur nomade, explorant les possibilités qu'offre le récit à travers une expérience d'écrit-lecture. Laura Mossano Marin le compare à un voyageur. Simula la actitud de un viajero que se desplaza por una nueva ciudad y va eligiendo rutas alternativas para llegar a diferentes lugares. De igual forma, actúa el lector del poema electrónico que, dependiendo de su interacción, realiza lecturas diferentes. La métaphore du récit comme un voyage est pertinente, notamment dans Southern Events,
où l'utilisateur se déplace non pas dans une ville, mais dans l'espace du ciel, ayant le choix de s'orienter dans la direction qu'il souhaite, de s'arrêter autant de temps qu'il veut sur une zone spécifique, ce qui permet de proposer au lecteur un grand nombre d'expériences différentes possibles. D'une personne à l'autre, l'expérimentation ne sera jamais la même. Tout comme un utilisateur de jeux vidéo dans le corps d'un avatar aurait la possibilité de faire le choix le conduisant à des échecs ou des réussites, le lecteur s'aventure dans une expérience nouvelle, celle du livre-jeu. Le fait que l'auteur n'apparaisse que comme un médium permet à Gatché d'attirer toute l'attention sur la machine, idée qu'elle répond au Guattari. Un descentramiento de la subjetividad humana en favor de una proto-subjetivación maquínica. Sabotaje rétroexistential semble être l'exemple le plus pertinent pour illustrer ses propos, puisqu'il s'agit de la poétesse, elle-même ou à l'aide d'une tierce personne ayant des compétences informatiques, qui a programmé un algorithme générant des textes. Nous savons dans le cas de WordToys que l'écrivaine est à l'origine de l'idée et de la direction du projet, tandis que l'artiste argentin Gustavo Romano a réalisé la programmation. Il semble que Gatché souhaite porter l'attention du lecteur sur l'expérience de composer sa propre œuvre à partir d'une machine créatrice, l'utilisateur devenant ainsi un lecteur dont l'interaction avec les éléments de l'écran permet la génération de poèmes. Comme le disait Barthes, le lecteur est ici un scripteur moderne qui naît en même temps que son texte et dont l'existence conduit nécessairement à la mort de l'autrice. L'œuvre ayant été réalisée à partir d'un programme, l'algorithme est ainsi un partenaire du lecteur co-construisant le récit. La dimension collective de la l'écriture est également présente dans Mariposas Libro, où nous pouvons lire, avant de pénétrer dans l'œuvre, En esta obra, en proceso, se ha ido formando una colección de citas mariposa. Quien quiera contribuir a la colección, envíe su cita mariposa a suivi de son adresse mail. Le chapitre de WordToys se présente ainsi comme un texte participatif où le lecteur devient auteur en proposant une citation en lien avec le thème du papillon, quelle que soit sa provenance. Gatché s'efface ainsi une fois de plus, laissant pleinement la place au lecteur et à la machine. La fusion de la machine et du lecteur pourrait nous inviter à considérer ce dernier comme un cyborg, un être humain ayant reçu la greffe d'un membre électronique. La comparaison de l'homme à la machine n'est pas nouvelle. Wittgenstein considère que les êtres humains sont entraînés à devenir des machines à lire. William Burroughs, lui, affirme que l'homme est une machine molle, programmée par le langage qui lui lave le cerveau. Ce technocorps est matérialisé par le robot Al-Alim dans Kublai Moon, qui a le cœur du personnage Belen Gatché et qui obtient ainsi une conscience. De la même manière que ce personnage robot, le lecteur se plonge dans les créations de l'autrice argentine en prolongeant sa corporalité. Il se dote d'un écran, d'un clavier et d'une souris, ou simplement de son téléphone portable, devenant partie intégrante du récit numérique. Enfin, nous verrons dans cette troisième partie que l'œuvre de Gatché propose une réflexion sur la littérature. La postmodernité surgit à la fin du XXe siècle dans une période de crise, notamment due aux guerres et au totalitarisme. Ces événements nourrissent alors une désillusion à l'égard des récits canoniques, l'abandon d'un récit unique ou encore la perte de certitude. De la même façon que la société est touchée par cette crise et par ce malaise civilisationnel, l'œuvre littéraire entre elle aussi en crise, tout d'abord par sa matérialité, qui vient désacraliser le format imprimé. À l'inverse de l'espace figé et stable du texte imprimé, la création numérique repose sur l'instabilité, par sa soumission aux avancées technologiques qui peut provoquer son obsolescence par exemple, la fluctuation, l'interaction avec l'œuvre n'étant jamais identique, et la désubjectivisation, puisque l'autrice feint sa disparition pour laisser davantage de pouvoir au lecteur et à la machine. Elle nécessite également des conditions matérielles préalables à la lecture, à savoir un outil technologique et une connexion Internet. Le choix du support numérique permet aussi de déjouer les attentes du lecteur, de lui faire perdre ses repères en délocalisant le récit, autre point important de la postmodernité, qui propose une nouvelle façon de comprendre la réalité en mettant fin aux certitudes. Pour continuer, Gatché a recours à des extraits du canon littéraire qu'elle détourne et déconstruit. Dans El idioma de los pájaros, nous retrouvons des extraits des poètes Baudelaire, Apollinaire, Becker, Dario et Allan Poe, récités par des voix synthétisées, créant un brouhaha sonore lorsqu'ils sont tous déclenchés en même temps. Cette cacophonie est justifiée en introduction par la poétesse. Cuanto más cantan, más irremediablemente prisioneros quedarán de la jaula del lenguaje. La superposition des chants d'oiseaux reflète ainsi l'enfermement que peut provoquer le langage, ou plus précisément un type de discours dominant. Cette création pourrait donc être une manière de s'émanciper d'une tradition littéraire afin de proposer des langages ou discours alternatifs
pour un monde nouveau. L'œuvre numérique revêt également une dimension politique et sociale qui est démontrée par de nombreux théoriciens tels que Camille Dasselière. Je cite, « En s'émancipant du livre pour s'initier dans l'espace public, la littérature peut entrer en dissensus avec certaines hiérarchies. Par analogie, elle peut ainsi ébranler une vision communément admise de la répartition des rôles et des rapports de pouvoir au sein d'une communauté. Bien que l'universitaire évoque ici la performance, ses propos semblent applicables au récit interactif. En effet, les œuvres de Gatché permettent de repenser la répartition des rôles entre écrivain et lecteur, comme nous l'avons évoqué précédemment, mais également entre ceux de l'auteur et du programmeur. Concernant Sabotaje rétroexistencial, la poétesse affirme l'appui de son œuvre sur un programme, mais elle ne révèle pas plus d'informations sur la conception de l'œuvre, et nous ne savons pas à quel point Gatché a participé à l'élaboration du codage pour la création de son récit. L'absence de distinction entre le créateur, dont nous ne connaissons finalement pas l'identité, et l'utilisateur élimine ainsi les rapports de pouvoir traditionnels permettant de considérer les participants de ce projet sur un pied d'égalité. De la même manière, l'œuvre numérique peut entrer en dissensus avec la littérature traditionnelle et hégémonique dont la finalité est l'édition papier. L'utilisation des outils technologiques devient ainsi un moyen de repenser les relations entre écriture et lecture, tout en remettant en question les discours dominants, souvent matérialisés par le support imprimé. Dans la lignée de Foucault, Gatché interroge ces formes de pouvoir afin de proposer une écriture dissidente. El poder siempre encontrará nuevas formas de dominar, pero la resistencia siempre encontrará nuevas formas de eludirlas. Cette nouvelle forme numérique apparaît ainsi comme un objet au service de cette résistance. Elle est également une manière de faire entendre sa voix féminine. Donna Haraway écrit « À la fin du XXe siècle, notre époque, nous sommes tous des cyborgs. Dans la tradition du capitalisme raciste et masculiniste, la relation entre l'organisme et la machine a été une guerre de frontières. Cet essai est un argument en faveur du plaisir dans la confusion des frontières et pour la responsabilité dans leur construction. C'est aussi une tentative de contribuer à la lecture et à la théorie socialiste et féministe dans une modalité postmoderniste, non naturaliste et dans la tradition utopique d'imaginer un monde sans genre qui peut être un monde sans genèse, mais peut-être aussi un monde sans fin. » La réflexion de l'universitaire est pertinente car elle offre une lecture du cyborg et du numérique en général comme un moyen de résister aux normes d'une société patriarcale traditionnelle. La répartition des rôles fait aussi référence à la question du genre dans la littérature numérique et dans la société. La minorité dans laquelle se positionne la femme est un moteur dans l'écriture de Gatché. A pesar del evidente lugar de subalternidad de la mujer en el statu quo heteropatriarcal dominante, yo creo en la fuerza que pueden tener las posiciones no dominantes, en la fuerza de lo ilegítimo y de lo marginal. Yo suelo encontrar mi fuerza en esos lugares no centrales. Bien que la question n'apparaisse pas dans la thématique des créations de l'autrice, le support numérique suffit à revendiquer la question de genre en étant lui-même considéré en marge de la littérature. L'outil technologique est ainsi au service des propos de Gatché, marquant une rupture avec les discours dominants et la libérant de la structure rigide de la littérature. La vision du numérique comme un moyen d'émanciper les écrivaines est partagée avec la cyberpoète espagnole Tina Escarra. Se trata de una propuesta eminentemente desjerarquizada, posibilitada por la cibernética y estrategias como la opción tecnoesquelética, por la cual el arte de la inteligencia artificial se pone al servicio de la colección y el encuentro. Esta propuesta inaugura una nueva historia de la poesía hispánica, en el que la mujer se presenta como un cyborg en un encuentro múltiple, genuino, íntimo, al tiempo que inclusivo y espectacular, posibilitando los principios para una nueva era en la expression poétique. Escarra reprend ici la notion de cyborg afin de parler de la figure de la poétesse. Le fait que la femme incarne cet organisme cybernétique et que la question du genre rencontre celle du numérique permet d'envisager la littérature sous un nouveau prisme, rompant avec les dictats traditionnels et proposant une vision inclusive de l'œuvre et de la société. La figure du cyborg apparaît dans Sabotaje rétroexistencial avec le personnage robot Al-Alim qui possède le cœur du personnage Belén Gatché. Cet organe humain, greffé dans la machine, rend compte de l'union entre la littérature illustrée à travers la métalepse de la poétesse et le numérique, matérialisé par Al-Alim, par l'algorithme de l'œuvre et par la propre matérialité de l'œuvre. Cela témoigne également de la fusion du féminin et du masculin dans une seule et unique entité créatrice hybride qui exprime ses revendications.
Je cite, Solo la poesía nos redimirá de los espejismos del lenguaje, solo la poesía nos hará libres. De plus, au moment où la poétesse publie ses œuvres, la visibilité de la e-poésie écrite par des femmes est peu nombreuse. Étant la pionnière dans ce domaine, l'écrivaine s'appuie ainsi sur sa notoriété, qui reste malgré tout relative, pour rendre visible la voix poétique féminine et féministe. Enfin, la dimension politique et sociale de l'œuvre de Gatché apparaît à travers sa réflexion sur un nouveau sujet éthique et politique, notamment grâce à sa réflexion sur le langage, comme elle l'indique sur son site internet. La palabra, el nombrar, guarda la voluntad de domesticar y dominar al mundo. Las palabras modelan la percepción de los hombres. Al trastocar las leyes lingüísticas, se cambian las leyes de dicho mundo. Comme nous l'avons vu dans l'idioma de los pájaros, le brouhaha discordant de ces oiseaux récitant des poèmes du canon littéraire constitue une métaphore du langage comme mécanisme de contrôle. Celui-ci, unique, emprisonne ainsi le lecteur dans des formes de réception données. Cette lecture imposée, à travers une seule forme de langage, est réfutée par Gatché et apparaît dans la forme de ses créations, via les hyperliens ou la fusion de différents systèmes sémiotiques par exemple, et par leur thématique, dans Kublai Moon, Al-Alim parvient à desterritorializar el poder de enunciación colectivo y así romper de una vez por todas con la sémiología de l'ordre dominante. La déconstruction du langage incite également à repenser le sujet dans la société. Dans l'une de ses analyses, Gatché parle du post-humanisme, mouvement de la fin du XXe siècle, réfléchissant au rapport entre l'homme et la machine, dans lequel s'inscrit notamment Donna Haraway, dont l'objet serait deconstruir al sujeto humano neoliberal en épocas cibernéticas para dar paso a un nuevo sujeto ético y político. L'écriture dissidente de la poétesse semble s'inscrire dans cette perspective en suggérant une nouvelle répartition des rôles afin de concevoir le pouvoir dans sa multiplicité. La révolution qu'elle entreprend apparaît de façon explicite dans le 7e et 9e poème généré de Sabotaje Retroexistencial, où nous lisons au vers 3 et 7, Revolución programada, como una revolución que se acomete salvajemente. Elle est également visible dans la thématique du roman Kublai Moon, grâce à la Resistencia Poética Galáctica, dont l'objectif est de sortir les êtres humains de leur état hypnotique causé par le langage hégémonique. Le langage étant un mécanisme de contrôle qui détermine la cosmovision des hommes, sa rupture sémiotique permettrait ainsi de libérer des normes imposées et de proposer un monde nouveau. De la même manière, la présence d'instructions qui précèdent la lecture des textes numériques de la poétesse est offerte au lecteur afin qu'il prenne conscience des mécanismes de contrôle du discours, comme elle l'indique sur son site web. L'utilisation artistique ou poétique de cette stratégie d'écriture vise à raréfier ou subvertir la communication quotidienne et à mettre en lumière les mécanismes de contrôle qu'elles impliquent et que nous avons naturalisés au point qu'ils sont devenus, pour la plupart, presque inconscients pour nous. Ces instructions, servant en apparence à guider l'utilisateur dans sa navigation, sont en réalité une manière de rendre visible l'assujettissement aux normes sociales. Afin de remettre en question ces mécanismes de contrôle, Gatché promeut une écriture nouvelle pour une lecture et un monde nouveau, idée empruntée à Derrida. La littérature numérique n'est finalement qu'une forme hétérotopique, un lieu autre, qui vient juxtaposer en un lieu réel plusieurs espaces qui, normalement, devraient être incompatibles. Ces différents espaces, textuels, iconiques et sonores, réunis dans l'espace numérique, proposent ainsi une autre manière de comprendre et de dire le monde. Au-delà de leur lien avec la postmodernité et de leur dimension politique et sociale, les créations de Gatché nous invitent à réfléchir aux propres mécanismes de la littérature. Cette idée est reprise par Camille Dasselire, qui écrit à propos de Kublai Moon. C'est la valeur métalittéraire du roman qui devrait être appréciée plus que la valeur cognitive. Bien que notre regard soit attiré avant tout par la dimension multimédia et ludique des œuvres de la poétesse, celle-ci nous propose pourtant de repenser la conception de l'œuvre littéraire. Il s'agirait en effet de ne plus la considérer comme un objet unique et fermé, mais comme une expérience créative et créatrice. La cyborgisation de l'humain lui permet d'accéder à un récit multiple et ouvert. Par le biais de l'algorithme, Sabotaje Retroexistencial semble être la création la plus représentative de la dimension métaréflexive, car elle propose une infinité de poèmes dont la création dépend autant de Gatché que du code et du lecteur. Le numérique permet ainsi la mutation de l'écriture. Je cite, « Si en ce début du XXIe siècle, l'écriture poétique cherche de nouveaux espaces de création, lui permettant ainsi de muter tant au niveau de la forme que du sens, c'est dans l'informatique qu'elle trouve le moyen le plus efficace de se réécrire. Le fait que l'œuvre se veuille ouverte, multiple et accessible, n'importe où tant qu'il y a du réseau, ne la rend pas nécessairement plus lisible.
Dans certaines de ses créations, comme Poesías de las Galaxias Ratonas, Gatché repense le langage et s'inscrit dans une logique du non-sens. L'illisibilité du récit permet une réflexion sur le récit lui-même, comme l'illustre l'écrivaine en citant Barthes. La ilegibilidad, lejos de ser un aspecto deficiente y monstruoso de la escritura, demuestra, en cambio, su verdad. Cette vérité est en effet exprimée par l'illisibilité, mais également par la distorsion que Gatché propose à travers la littérature numérique, comme elle l'indique elle-même sur son site web. Je cite, para lograr que el lenguaje hable de verdad, este debe ser torturado, cortado, retorcido, deconstruido, y la forma más eficaz para torturar la lengua se llama poesía. Concernant la logique du non-sens, la poétesse dit elle-même dans l'un de ses essais, los textos surgidos de una lógica del nonsense no remiten a una falta de sentido, sino que se constituyen, en cambio, en metatextos o textos autoreflexivos que ponen en cuestionamiento su propio estatuto. De la même manière que dans la poésie glitch, la poésie du bug, le lecteur a des difficultés à déchiffrer le contenu du récit. L'utilisateur n'est pas ici freiné par la disposition visuelle, qui est plutôt traditionnelle, mais bien par le sens du texte auquel il n'accède pas au premier abord. Cependant, si l'on suit les propos de Gatché, cette logique nous inviterait à réfléchir sur le propre texte. En inventant une nouvelle typographie indéchiffrable à première vue, l'écrivaine souhaite peut-être nous parler des mots réduits à de simples graphiques, séparés d'un sens concret, et remettre en question la sacralisation du langage. Gatché rejoint ici la pensée de Deleuze, selon qui le sens n'est jamais un principe ou une origine et est toujours produit. Ce langage inconnu et sans signification est un moyen de dégager du sens, ou plutôt de le déconstruire, en réfléchissant à la question linguistique. Le langage est ici un élément de discontinuité, comme l'indiquait Antonin Artaud. Je cite, « Oui, voici maintenant le seul usage auquel puisse servir désormais le langage, un moyen de folie, d'élimination de la pensée, de rupture, le dédale des déraisons. » Comme l'indique Foucault, la littérature est un fait de langage infini dont les mots sont arbitraires. Afin de se libérer de ces sens établis, la poétesse en propose une déconstruction à travers l'écriture idéogrammatique, une écriture a priori sans règles telle que le concevait Derrida. Il n'est pas question ici de chercher le sens derrière le texte, mais plutôt de rester centré sur le texte lui-même. Le fait de ne pas fermer les signifiés sur les choses permet de libérer du contrôle qu'exerce le langage sur les hommes, enfermés dans des modes de pensée conventionnels. Reprenant ici la pensée de Burroughs, l'écrivaine nous illustre ainsi différentes lectures possibles de sa création, toutes rejoignant et nourrissant une réflexion sur le langage. En créant la typographie Ratona Sans, il serait possible que la poétesse ait souhaité une nouvelle fois rompre les normes afin de mettre l'accent sur l'expérience de l'acte de lecture plutôt que sur le contenu du récit et afin de nous inviter à réfléchir sur ce qu'est une œuvre et à la notion même de littérature. C'est d'ailleurs la question que se pose le personnage robot de Kublai Moon, essayant de comprendre ce que sont l'être humain et la poésie. Les œuvres de Gatché offrent ainsi une réinvention de la littérature, mêlant continuité et discontinuité, tout en posant une question fondamentale. Qu'est-ce que la littérature ? Nous avons donc montré que Gatché s'appuie sur la littérature numérique pour redéfinir les contours de l'œuvre, de sa matérialité à la question de l'auctorialité. L'objet technologique, tout en évoquant certains éléments de continuité avec la tradition littéraire et philosophique, se distingue par sa rupture avec le livre imprimé. Cette discontinuité efface les frontières entre l'acte de lecture et l'acte d'écriture, ouvrant ainsi la création à une infinité d'expériences. Gatché exploite cette dualité continue-discontinue pour mener une réflexion approfondie sur la littérature et proposer une nouvelle interprétation de celle-ci à travers une œuvre ouverte et multiple. Le numérique apparaît ainsi comme l'outil par excellence pour exprimer cette vision et cette mutation de l'écriture, permettant à la poétesse de remettre en question la société et ses normes, tout en faisant entendre sa voix d'autrice féminine et féministe. Pour conclure, laissons le mot à Jean-Pierre Balp, qui écrit sur son blog. La littérature ne doit pas faciliter la tâche de ses lecteurs. Le roman, donner toutes les réponses, proposer des textes qui se laissent lire sans résistance, mais au contraire heurter, intriguer, se refuser à la pénétration facile. Elle doit obliger à penser, chercher, se demander ce qui résiste, pourquoi ça résiste et comment. Pour cela, la littérature, au cours des siècles, a su créer de nombreuses techniques. L'invention et l'usage de chacune n'ayant d'autre but que d'obliger le lecteur à casser ses habitudes de lecture, ses mécanismes de sémantisation. Sinon, la littérature ne sert à rien. La littérature numérique n'est en réalité que de la littérature. N'est-il pas temps de la considérer simplement comme telle, sans le qualificatif numérique ? Merci de votre écoute.
Écoute, merci beaucoup. Alors, je suis vraiment très contente de voir que tu as beaucoup, beaucoup avancé. Il se trouve que l'année dernière, Julie était en ce qu'on appelle avec Emmanuel les doctorants sous-marins, c'est-à-dire qu'ils commencent à travailler, mais ils ne sont pas officiellement inscrits pour commencer à poser un peu leur projet. Et je ne savais pas à quelle hauteur Julie s'était imprégnée de son sujet. Ça, je savais qu'elle avait travaillé. Pas à ce point et l'imprégnation, parce que quand elle était venue me trouver, elle m'avait dit, je veux travailler sur je ne sais plus quoi, Julie. Et j'avais dit non, c'est non. Vous travaillez sur la littérature numérique ou rien. Et en fait, Julie, elle a relevé le défi. Elle m'a dit, OK, ça marche, ça m'intéresse. Et vous voyez qu'un an plus tard, elle est quand même très, très avancée déjà à la fois dans la découverte du corpus, dans la théorie, la pensée de son sujet, en la mettant en relation avec la philosophie, les théories de la réception et tout ça. Enfin, bravo, bravo Julie, et moi je suis ravie de voir là où tu en es. Alors, je suppose qu'il va y avoir des questions, comme d'habitude. Yann, je t'ai vu arriver. Alors, tu as loupé le grand 1, mais c'est pas grave, parce que c'est des choses que tu connais. Il se trouve que Yann nous a parlé déjà dans le cadre du séminaire HLH, alors pas sur ce sujet-là, mais sur les écritures. Oh, je sais plus sur quoi c'était, mais bon, peu importe. Enfin, le thème du séminaire, hein, pas ton sujet à toi, sur un auteur justement qui travaille avec l'algorithme, dont je suppose Milton Laufer, dont je suppose que tu as déjà découvert les aventures, les expérimentations, et donc je suppose que Yann va avoir des choses à te dire et à te commenter là-dessus. Alors, je vous laisse la parole et puis après, moi, je poserai mes petites questions comme d'habitude à la fin. Alors, qui veut commencer? Alors, Soline, vas-y. Merci beaucoup. Déjà, merci Julie, c'était hyper intéressant. J'ai été aussi très, 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 très impressionnée par ce que tu as fait, vraiment. Et sûrement, on restera en contact si tu veux bien, parce que j'aimerais bien utiliser certaines choses, justement, dans le cadre des cours au lycée. Ça m'a beaucoup intéressée. Et du coup, j'ai juste une petite question sur cette notion de lecteur-auteur, finalement. Et ma question, c'était, est-ce que tu trouves pas que sa participation est un petit peu illusoire là dans les exemples qui nous ont été présentés, notamment sur les jeux? Parce que, et tu l'as mentionné, moi, ça me fait beaucoup penser aux jeux vidéo où en fait, il y a plusieurs entrées, donc en fait, plusieurs chemins qui sont proposés, mais in fine, qui sont en amont déjà réglés par un algorithme. Donc voilà, c'était un petit peu cette question. Est-ce que alors, tu as peut-être d'autres exemples où le lecteur participe, entre guillemets, pour de vrai. Mais là, voilà, sur les exemples qui nous ont été présentés dans le jeu, est-ce qu'on n'est pas un tout petit peu limité? Est-ce que c'est vraiment novateur, du coup, ce qui est présenté? Alors, je pense que, attends, Julie, je pense que Soline fait du mauvais esprit parce qu'elle a passé la Greg au moment où il y avait Rayuela de Cortázar au programme. Et je pense qu'elle est restée bloquée sur son tablero de direction. Et elle J'y s'est suis dit, toujours. est-ce que c'est pas le même principe où on feint de te donner 155 puissance 155 parcours de lecture, alors qu'en réalité tout ça est programmé et tous les chemins mènent à Rome? Je suppose que c'est ça que tu avais en tête, Soline. On aurait pu dire que ça venait de moi, hein, mais oui. Alors, Alors, merci de ta question, Soline. Alors, tout d'abord, justement, j'ai pensé à toi en rédigeant l'article parce que Belen Gacci a fait des performances, justement. Moi, j'ai décidé de vraiment m'axer sur la littérature numérique qu'elle propose en ligne, mais elle a fait des performances donc, dans des endroits où elle a installé des grands écrans avec des textes. Voilà, alors c'est caractérisé comme de la performance, mais toi qui es spécialiste de la performance, peut-être que c'est pas vraiment de la performance. Alors, pour répondre à ta question, donc World Toy, c'est vraiment sa première œuvre. Bon, 1995-1996, ça date un petit peu. On le voit dans la présentation du site que ça a quand même un petit peu mal vieilli. Donc c'est vrai que pour l'époque, c'était novateur et très original. Mais en effet, concernant cette œuvre particulièrement, on est limité. C'est-à-dire qu'on voit même qu'il y a un décalage entre l'endroit où on devrait cliquer et là où la souris apparaît en fait. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été reprogrammé en 2021. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a vraiment une limite. On ne peut pas cliquer à l'infini, à part dans Mariposas Libro, où il y a quand même une grande quantité de citations, mais on voit rapidement qu'il y a des citations qui reviennent. Par contre, en contre-exemple,
si on prend Sabotaje rétroexistencial, là, vu que ça a vraiment été créé par un algorithme, moi, j'ai fait le test, j'ai mis différents textes et je n'ai jamais eu le même texte. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense que l'algorithme apporte vraiment quelque chose de nouveau et où le lecteur vraiment peut parcourir à l'infini cette œuvre. Donc, je pense que pour les œuvres récentes, oui, il y a une vraie participation du lecteur qui a beaucoup de possibilités, mais dans ses premières œuvres, en effet, ça reste malgré tout limité. Voilà, ça méritera que tu ailles, que tu relises ton Umberto Eco Lector in Fabula pour voir de quelle manière c'est juste une concrétisation technique d'une proposition ou si véritablement tu élargis la place qu'occupe le lecteur et le rôle qu'il joue à l'intérieur du texte. Soline, autre question, à part que vous allez vous échanger vos mails pour faire des choses sur la plateforme. Ah d'accord, d'accord. Ok. Bon. Alors après, Yann, vas-y. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup. Effectivement, je faisais passer un partiel, donc je suis arrivé un petit peu en retard. Mais très content d'avoir écouté un bout de ta communication, Julie. C'était très, très intéressant. Et bien sûr, ça ravive des choses. Moi, c'était le début et la fin, le thème du HLH à ce moment-là, quand j'avais parlé de Laufer. Et donc, oui, effectivement, j'ai plusieurs choses sur lesquelles on peut revenir ensemble. On en a déjà parlé, on s'est échangé voilà, nos petites bibliographies et tout ça. Mais alors, effectivement, toi, tu as adopté une perspective qui était plutôt depuis le point de vue sur une réflexion poétique, depuis la position de poétesse, etc. Mais ça, tu l'as mentionné, je pense que c'est très, très important de le dire quand on parle de littérature numérique, et j'ai trouvé ta conclusion assez intéressante de pourquoi ne pas enlever le qualificatif. Je pense que, personnellement, il faut le maintenir encore pendant quelques années, mais je suis d'accord avec toi sur le fond, on va dire. Mais effectivement, c'est très important. Alors 2 choses, de toujours distinguer quand on est face à des dispositifs comme ça de littérature, numérique, le profil en fait, de l'auteur qu'on a en face. Est-ce que comme dans le cas de Gatche, on a une poétesse qui prend, appui sur un développeur, à côté? Ou alors est-ce qu'on a comme, des profils à la Milton Laufer, qui sont avant tout développeurs et qui s'essayent à la littérature et ça a pas du tout les mêmes effets? Aussi bien dans, voilà, le montage du texte que après dans sa mise en dispositif et dans la lecture qu'il propose et dans le résultat que ça donne d'un point de vue, littéraire si on veut mettre les guillemets. Donc ça, c'est très, très intéressant et donc tu y as tout à fait répondu, mais c'est vrai que je pense que si dans la thèse, c'est un sujet qui t'intéresse, il faut vraiment faire une typologie autour de ces éléments-là, de voir, d'aller un petit peu voir, comme tu l'expliquais, au cœur de la machine pour essayer de comprendre ces choses. La deuxième, tu en parlais un petit peu en mentionnant les premières interfaces proposées par Gatche. C'est vraiment le stade de développement technologique auquel on est. C'est-à-dire que fin des années 90, on a le tout début du web, etc. Et là, même, on le voit dans le deuxième que tu disais avec les papillons. C'est vraiment encore, on est sur un format de blog. Et donc, c'est vraiment pensé depuis cette perspective technocritique-là, alors qu'on est juste avant le lancement du premier iPhone, etc. Et donc des plateformes du web 2.0. Et il y a un énorme changement dans la littérature numérique après ce gap, je pense. Il faudra aller vérifier, mais ça ne m'étonnerait pas que ça arrive à ce moment-là, voilà, de quelle interface on utilise, pour quel genre de littérature numérique ça donne. Est-ce que c'est de l'algorithmique, du génératif, etc. Et notamment, je suis allé vérifier sur, tu sais ce que je t'avais envoyé, le site qui a été créé par les chercheuses de la Universidad de Portales au Chili. Et donc, sur le site de cette cartographie de la littérature digitale latino-américaine, et Gatche s'y trouve. Donc, ça veut dire elle a fait cette œuvre, je retrouve le nom, donc Worktoys, elle l'a fait sur Java. Donc un lecteur de multimédia qui n'est plus disponible. Donc ça veut dire aussi plein de choses sur la technique en fait qui est utilisée. Et si tu le disais, si ça a été réédité ou reprogrammé récemment, c'est pour répondre à ce genre de problème plus technique. Et
voilà, juste pour te dire que j'étais donc les 2 éléments, vraiment la question du profil et la question de la technique utilisée et j'insiste juste avec Soline, mais parce qu'on a les mêmes marottes en tête, juste pour partager une expérience sur, les questions d'enfermement du lecteur. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le point de vue suivant, à savoir que la disposition graphique dans les œuvres numériques est plus importante que, la question sémantique et l'accès au sens. Et d'expérience, c'est vrai qu'il y a certaines œuvres numériques dans lesquelles on peut se sentir très rapidement enfermé. On prend, je pense que l'œuvre sur laquelle j'avais travaillé, le Lagunas de Milton Lofer, c'est pas una laguna pour rien. Vraiment, c'est-à-dire, d'aller chercher, où a été, la part d'intervention de l'algorithme, jusqu'où il est allé, à quoi il a servi et cetera. C'est un peu, voilà, on est un peu, dans la boue et il faut s'en dépêtrer et donc on peut se sentir en tant que lecteur, enfermé, voire ennuyé. Donc est-ce que c'est l'effet aussi que veut produire, ces nouveaux, dispositifs de lecture qui sont censés, un peu, libérer le lecteur? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est à toi de répondre à ces questions dans ta thèse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes commentaires en tout cas. Justement, par rapport à la disposition graphique, voilà, donc le site que tu m'avais donné, j'ai trouvé une quantité énorme de littérature numérique et je me suis dit pour cette intervention, bon, bah, qui je vais choisir? Et c'est vrai que Belen Gachet, moi-même, je l'avais étudié quand j'étais à l'université Bordeaux-Montaigne. Et quand je voyais voilà, la présentation de l'œuvre, je me suis dit, oh là là, c'est un peu vieillot, j'aime pas trop, ça fait pas envie. Et en fait, justement, j'ai trouvé intéressant de vraiment me confronter à ça, même si, voilà, moi, c'est vrai qu'en tant que lectrice, je ne serais pas attirée par ce genre de site. Mais justement, c'est intéressant voilà, de se confronter avec voilà, cette présentation qui est datée, cette technique, comme tu disais, qui est datée. Elle aussi, elle le précise que certaines œuvres sont plus accessibles parce que Java n'existe plus. Et, mais c'est vrai que c'est intéressant malgré tout de s'y confronter et ça permet vraiment de réfléchir à la technique qui en effet est très importante. Et par rapport au profil que Gatché aborde, donc c'est aussi une universitaire qui dispense des cours et elle parle beaucoup de ses œuvres et elle a fait beaucoup voilà, de textes théoriques, mais ce point-là, elle l'aborde jamais. Voilà. Il y a uniquement l'œuvre World Toys où il est indiqué que son ami Gustavo Romano, puisqu'ils avaient un projet commun, l'a aidé à programmer. Mais on ne sait pas si du coup, plus tard, il lui a appris que c'est elle qui a programmé ses autres œuvres ou pas du tout. Donc c'est vrai que là-dessus, ça serait intéressant de la contacter, peut-être si elle pourrait répondre pour en savoir plus, parce que voilà, c'est difficile de savoir le profil qu'elle adopte dans tout ça. Voilà, mais en tout cas, merci pour tes commentaires et en effet, ça nourrit ma réflexion pour la thèse. Juste, pardon, je me permets pour deux conseils de prolongement. Si ça t'intéresse d'approfondir un peu les profils, il y en a un qui est similaire, c'est celui de Alejandra Jaramillo Morales, qui est colombienne et aussi universitaire, que tu trouveras sur le site de la Cartographia, et qui, elle, a écrit Mandala, et aussi en étant autrice papier, on va dire, et qui a gagné un concours public en Colombie pour faire des œuvres numériques, qui donc s'est aidé d'un développeur pour faire une adaptation actualisée de Rayuela à la mode, voilà, à la mode colombienne. Et si ça t'intéresse de pousser ces idées de marginalité cyborg et littérature numérique sur le genre, il y a, je ne sais pas si tu connais Fernanda Mujica, qui est professeure de lettres à la Universidad de Mar del Plata, et qui travaille ces questions-là aussi. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de mains levées, donc je vais essayer de me souvenir l'ordre dans lequel je les ai vues émerger. Inès, je crois que c'était toi ensuite. Oui, merci Caroline, et donc merci aussi pour cette intervention qui était bien intéressante. Toujours sur la même thématique, autour de l'écrit-lecture et de la réception, moi je me demandais, donc, puisque finalement ça renouvelle le pacte tacite de lecture, ce support numérique là, par rapport à l'objet livre traditionnel. Et le dispositif de littérature numérique implique une participation active, peut-être plus, mais ça c'est toi qui vas le dire, peut-être de façon égale, hein, par rapport à une page papier. Disons que moi je m'interrogeais justement sur le rôle
du lecteur. Alors, on a parlé beaucoup de Rayuela, vous avez peut-être en tête aussi les 10 droits imprescriptibles du lecteur de Daniel Pénac. Donc le droit de ne pas lire, de sauter des pages, etc. C'est un peu aussi les mêmes choses. Là, bon, il y a Rayuela, il y a les livres dont vous êtes le héros, tous ces mouvances-là. Bon, c'est un peu différent, mais ça pose la question quand même du positionnement de l'entité lectrice. Alors, ici, on a une poétesse qui joue sur, donc pour reprendre ce que tu as dit, hein, la déconstruction des sens, les collages et les hyperliens vers la cacophonie, la discordance, etc., entre autres. L'hypoésie et les avant-gardes. Moi, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui te semble, parce que vous avez parlé donc de performance de façon un petit peu critique. Est-ce que vous préféreriez à ce moment-là un lectoteur, alors pour le coup opérateur de la même façon que l'écrivain l'est? Est-ce qu'il l'est aussi ou amené à l'être? Et est-ce que tu verrais à ce moment-là une, une lectotorialité éthique et responsable possible dans cette réception? Alors, merci de votre commentaire, Inès. Alors, c'est vrai que je pense que il y a malgré tout une part de l'auteur et du programmeur qui est quand même beaucoup plus importante que la participation du lecteur. Voilà, je ne sais pas coder, je ne sais pas programmer, mais je pense que ça doit être quand même un travail en amont assez important. Et moi, j'ai plus la sensation, en tout cas dans les œuvres que j'ai citées, que la participation active du lecteur, elle est un petit peu illusoire en fait. Voilà, juste en cliquant, on a l'impression qu'on participe à l'œuvre, qu'on l'a créée en même temps, etc. Mais ça reste quand même malgré tout limité. On le voit avec Escribe tu proprio Quijote. On a l'impression qu'on écrit, mais en fait non, c'est déjà programmé, tout est déjà prêt. Donc je pense que la participation du lecteur, elle est malgré tout limitée. Il peut voilà, apporter son petit grain de sel, mais voilà, je pense que c'est quand même malgré tout une illusion. Après, peut-être que si Gatché continue à publier des œuvres et avec les progrès aujourd'hui qui ont été faits, il pourrait y avoir voilà, un rebalancement et faire que justement il puisse y avoir, comme vous le disiez, une lectotorialité éthique et responsable. Ça serait possible aujourd'hui, mais je pense qu'en tout cas actuellement dans ces œuvres, c'est pas vraiment le cas. D'accord, merci. Merci Inès. Après, je crois que c'était David. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, Julie, te remercier parce que c'est un pan de la littérature que je ne connais, mais alors pas du tout. Je crois que je suis trop traditionnel encore dans la littérature, etc. Mais vraiment, merci beaucoup parce que c'est hyper intéressant et aussi te féliciter parce que pour une première communication, sincèrement, c'est assez. Enfin, faut le dire, sincèrement, c'est bluffant. Donc, franchement, bravo. Donc, bon, tu vas avoir deux questions de néophytes assez, voilà, assez forts. Toujours en lien avec la réception, donc ma première question, ça serait, est-ce que Batché, elle a pensé à un type de lecteur précis? Parce que, je pense notamment dans ce que tu disais, il faut une connexion internet, il faut se connecter à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur. Je pense qu'elle se tourne vers un type de lecteur, à mon avis, plus jeune ou qui est plus familiarisé, disons, aux nouvelles technologies. Et également, donc la deuxième partie, c'est plus en lien, mais notamment avec la culture. Donc on parlait de Rayuela. Donc moi aussi, j'ai été fortement influencé par mon programme d'agrégation. Donc voilà. Par rapport à tout ce que tu disais, il y a une théorie de la littérature comme labyrinthe, presque comme l'idée du tunnel, la pensée philosophique des avant-gardes, le tableau de direction presque. Mais je me demandais, est-ce que comme chez Cortázar, on a plusieurs strates de lecture en fonction de notre culture? C'est-à-dire, je pense par exemple, je m'excuse, je me souviens plus du nom précis, avec celui sur les oiseaux, où il y avait les différents poèmes proposés d'Apollinaire, de Baudelaire, tout ça. Est-ce que si par exemple on clique, je dis n'importe quoi, sur le signe de Baudelaire, on ne connaît pas voilà, le symbolisme de Baudelaire, on ne connaît pas, on lit juste le poème, on le met en lien avec par exemple Becquer ou Apollinaire, il y a quelque chose qui naît sans les connaître. Et si on rajoute en plus tout ce contexte culturel, littéraire, des avant-gardes en question, est-ce qu'on a quelque chose en plus ou pas? Donc voilà, c'était deux petites questions.
Alors, merci pour tes commentaires et pour tes questions. Alors, c'est vrai que je pense que ça s'adresse en tout cas à un public qui sait utiliser des outils informatiques. Voilà. Il y a malgré tout quand même un certain nombre d'instructions avant de cliquer sur ces œuvres, mais par exemple, elle n'indique pas, voilà, il faut cliquer ici, ici, ensuite ici. Donc, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Donc, je pense que oui, malgré tout, ça s'adresse à un public jeune et du coup, un public qui a des outils informatiques. Voilà, j'ai parlé du téléphone portable sur lequel il était possible de consulter ses heures. C'est quand même, c'est pas vraiment optimisé pour téléphone. Donc, vraiment, l'idéal quand même, c'est de lire l'œuvre sur un ordinateur. Alors, concernant, donc c'est l'idioma de los pájaros, le poème. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas d'indication particulière. Si vous voulez, je peux faire une capture d'écran et vous montrer le poème. En fait, ça changerait hein, qu'on commence à cliquer sur l'oiseau qui récite Baudelaire, Apollinaire, qu'on les mette tous en même temps. En fait, rien ne change. Voilà. Il n'y a pas de caractère voilà, aléatoire. Donc, il y a. En fait, il n'y a pas comme dans Highwayla le fait que voilà, si on lit de telle façon, il se passe ça, et de telle autre façon, il se passe ça. Là, c'est limité. Et en fait, dans cette œuvre, en tout cas, il n'y a pas vraiment de lecture qui diverge énormément. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors après, je crois que c'était Lina. Je suis pas sûre, hein, donc les personnes qui seraient lésées parce que c'était pas leur tour, ne m'envoyez pas un hystérique du FLNC pour me régler mon compte. Hein. Lina. D'accord, merci beaucoup Julie. Effectivement, je dirais comme David, hein, tu peux y aller franco dans la recherche. Hein. C'était vraiment très très intéressant, très riche, très très structuré. Et j'ai découvert pas mal de choses. Alors, et justement par rapport aux lecteurs néophytes ou lectrices néophytes, alors là, et le maniement de ce type de littérature. Hein. Je suis un petit peu vraiment là derrière, hein, un peu en retard, on va dire. Enfin, je ne sais pas si c'est en retard, mais en tout cas, je ne manie pas du tout ça. Néanmoins, j'ai trouvé beaucoup de choses. Enfin, ça a suscité beaucoup de remarques. Alors, tout d'abord, sans que ce soit du tout une critique, hein, pour ce type de littérature, mais ça m'a fait penser pour l'aspect ludique justement aux livres pour enfants où on clique, il y a des sons, il y a tout un apprentissage. Et je pense que, il me semble que le livre pour enfants a anticipé ce type de littérature, ce côté ludique. Hein. Ce n'est pas du tout critique, hein, bien au contraire. Hein, voilà. Mais je pense qu'il y a un rappel dans les sons, etc., qui suscite justement des superpositions de perception, d'imaginaire, l'écrit, le visuel, le son. Et du coup, ça, c'est une question, une remarque. Cette superposition de perception, elle est aussi un peu imposée finalement par rapport à un roman où le son est évoqué, mais c'est nous qui l'imaginons, alors que là, le son, il est imposé. Ça, c'est une première remarque. Et ce qui rejoint, je ne sais plus, je crois que c'était Yann, je crois, ou Soline, sur effectivement, de toute façon, le côté limité et illusoire de ce type de littérature où on a l'impression qu'on est très libre. Mais en fait, il y a quand même elle, enfin l'autrice, ensuite il y a l'algorithme. Et en fait, tout est un peu quand même. Enfin, là, j'avoue mon ignorance sur les algorithmes, comment ça fonctionne exactement. Donc, je ne sais pas jusqu'où il y a une certaine liberté et une part d'aléatoire. Mais du coup, ce qui m'inquiète un petit peu dans ce type de littérature, c'est cette illusion de liberté, de grande ouverture. Mais en fait, avec tout ce qu'on sait sur quand même, je ne suis pas du tout complotiste, hein, mais tout ce qu'on sait sur le web, Internet, etc., un contrôle derrière ou comment dire, une récupération de certains éléments, ou au contraire, dans l'autre sens, des éléments qui interviennent dans cet aléatoire, mais qui viennent d'ailleurs, en fait, ni de l'autrice, ni du lecteur, et de lectrice, etc. Donc là, on est peut-être un petit... Lina, c'est les extraterrestres, c'est ce que tu veux Oui, dire? exactement, c'est E.T.
il est gentil encore. Mais vous voyez, voilà, ce que je veux dire, est-ce qu'il y a derrière, malgré nous, malgré l'autrice, quelque chose qui nous échappe, mais qui nous est imposé, donc, et qui serait quand même dangereux. Donc ça, c'est une remarque. Et l'autre chose, alors tout ça, c'est décousu, hein, ça n'a rien à voir, mais quoique, ce que je trouve très intéressant dans ce type de littérature, mais c'est aussi le propre de nos recherches sur Internet, et qui rejoint la question de continuité, rupture, discontinuité, linéarité ou pas, c'est qu'en fait, ça pose quand même, ça remet en question notre représentation spatiale du monde, notre représentation spatiale géographique, cartographique. On n'est plus du tout dans le linéaire. Et tu as parlé de lecteurs voyageurs. Et effectivement, notre rapport au monde, je pense, est là bouleversé. Enfin, pour moi, il est remis en question, sans que ce soit non plus là, pas du tout une critique ni péjorative, mais on a basculé, il me semble, vers une autre représentation spatiale. Même quand on se déplace avec Google Maps, on n'est plus du tout avec notre petite carte figée, voilà, nord, sud, est, ouest. Là, c'est une autre dimension. Et ça, je trouve ça intéressant parce que tu as parlé de Deleuze, Derrida, etc. Et c'est déjà vieux, hein, je dirais. Mais elle n'en est pas dans le rhizome de Derrida, ni de Guattari, mais on est dans une autre représentation spatiale, effectivement, dans notre rapport au monde, là. Et merci beaucoup encore, hein, en tout cas. Merci, Lina. Merci. Julie, tu veux répondre quelque chose? Alors, c'est vrai que le livre pour enfants, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'en effet, on voit quand même des éléments communs. C'est intéressant ce que vous disiez sur les sons qui nous sont imposés. Parce que, alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que, alors c'est un son qui est émis, mais vous voyez comme un vieux robot d'un film qui daterait des années 90, et le son est particulièrement fort. Donc il y a cette notion d'écoute imposée, mais aussi qui est désagréable presque. Et c'est pas une lecture qui nous berce, etc. C'est vraiment quelque chose de frappant. Bon voilà, par rapport au côté limité et illusoire du lecteur, je pense que oui, dans le cas de Belen Gachet, c'est vraiment un élément important qui diffère sûrement d'autres écrivains qui ont fait de la littérature numérique plus récente où on a plus de liberté. Et après concernant notre représentation spatiale, c'est sûr qu'elle est elle est complètement modifiée. Enfin, dans Southern Events, par exemple, donc avec la souris, on bouge un avion, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, où on doit aller, on se sent un petit peu perdu, en fait, et on se demanderait presque si c'est un livre, en fait, et ce qu'on doit faire, quoi. Donc oui, je rejoins vos idées également. Après, je crois que c'était Marie. Parce que Sylvie, elle a perdu son tour le temps qu'elle aille ranger Chaton Mignon dans le placard. Dans l'intervalle, Marie s'était inscrite. D'accord, eh bien, merci. Merci beaucoup, Julie, oui, pour ta présentation. Et effectivement, je crois que tu n'as pas trop de quoi te préoccuper pour ton avenir dans la recherche. Et oui, alors ça m'a fait penser à plein de choses et ça m'a évoqué plein de choses de ce que tu disais. Et alors pour rester dans le thème de la réception, puisque je crois que ça nous a beaucoup interrogés tous, je me demandais si tu avais déjà, pour une première question, une idée de la réception réelle qu'a cette littérature numérique. Je ne sais pas s'il y a des enquêtes qui sont faites plus particulièrement ou si Belen Gachet peut avoir des retours, mais voilà, d'un lectorat réel, pas juste toi en tant que chercheuse, en fait, de ce que tu peux en percevoir. Et est-ce que justement ils ressentent cette forme d'illisibilité dont tu parlais? Et dans un deuxième temps, je me demandais aussi, pour rester sur ton idée de lecteur-voyageur, est-ce qu'il y a cette possibilité éventuellement que des pièges soient intentionnellement tendus au lecteur dans tout son cheminement à travers alors pour les œuvres les plus sophistiquées, on va dire, est-ce qu'il y a des moments où potentiellement il pourrait arriver à un cul-de-sac et puis finalement la lecture s'interromprait ou le mènerait à des fausses croyances
voilà, ça m'y a fait penser quand tu as parlé des avatars de jeux vidéo qui, dans certaines missions, peuvent échouer. Et ben voilà, est-ce qu'il peut y avoir un échec de la lecture, en fait, dans ces œuvres-là, qui serait comme programmé, on va dire, à l'avance? Alors, merci pour tes questions. Concernant la réception réelle, il faudrait que je me renseigne parce que là, c'est mon point de vue personnel et je ne sais pas du tout vraiment la réception, voilà, ce qu'il en est. Donc, encore une fois, ce serait pertinent de contacter Belen Gatché pour elle, avoir son retour, voir combien de personnes se rendent sur son site. Après, encore une fois, le fait de juste rendre sur son site ne veut pas forcément dire que la personne a fait l'effort de lire l'œuvre, mais oui, ça serait intéressant de le savoir. Alors, concernant les pièges, moi, je ne vois pas vraiment de piège dans ces œuvres. Le seul piège qui pourrait éventuellement y avoir, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est dans Sabotare rétroexistential. En fait, moi, par exemple, quand j'ai commencé à lire l'œuvre, je voulais revenir sur le poème d'avant, et en fait, on ne peut pas. Et Ok. je m'en suis rendu compte naturellement. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un piège? Pas vraiment, parce que c'est l'algorithme qui veut ça, mais ça peut être un piège dans lequel se met le lecteur s'il ne maîtrise pas encore l'outil. Et par rapport à la notion d'avatar, donc là, encore une fois, je ne l'ai pas développé, mais dans ses performances, Belen Gatché se met elle-même en scène dans un avatar en train de lire ses propres textes. Donc c'est vrai que cette question d'avatar aussi, elle est intéressante dans l'œuvre de Gatché. Super. Merci beaucoup, ouais, génial. Merci à toi. Alors, Sylvie. Oui, alors moi j'ai trouvé ça passionnant, vraiment, parce que je trouve que ça ouvre un champ de réflexion très intéressant. Donc félicitations et aussi félicitations pour la rigueur et la construction de votre exposé qui était vraiment très très bien construit. Alors, en vous écoutant, moi, ce qui m'a frappé, je dirais, j'ai un esprit synthétique et pour moi, il y a un mot-clé qui est le mot liberté. Et dans ce que vous avez exposé, je rejoins en cela les réflexions de Lina. Je pense qu'il y a une liberté qui est tout à fait illusoire. Alors, je m'explique. Par exemple, déjà, dès le départ, vous dites que le format du livre donc emprisonne le lecteur. Mais est-ce que le format numérique le libère? J'en suis pas sûre. La liberté de l'auteur. Est-ce que la liberté de l'auteur est totale dans la mesure où il est soumis à un programmateur? La question se pose. Mais et attends, puis le dernier, je Sylvie. termine avec ça. Vas-y. Le dernier aussi, c'est que dans le projet de l'auteur, vous parlez aussi de l'émergence, le désir de l'émergence d'un nouveau sujet qui ne serait plus assujetti aux normes sociales, avec un nouveau langage. Ça me semble tout à fait illusoire, personnellement. Parce que vous dites qu'il faut s'affranchir, enfin elle l'auteur, chercherait à s'affranchir des mécanismes de contrôle, mais comme l'a dit Lina, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes de contrôle qui viennent se substituer, qui agissent dans ce cas-là? Donc je pense que c'est une utopie, personnellement. Tel que c'est présenté, pour moi, c'est purement utopique. Et aussi cette idée de liberté, d'une infinité d'expériences. À partir du moment où il y a une programmation, même l'algorithme va prévoir un certain nombre d'expériences, mais ça sera toujours limité. Donc on a peut-être l'impression que c'est infini, mais ça ne l'est pas. Voilà. Donc pour moi, c'est ça, c'est cette idée de liberté, mais c'est une liberté qui serait illusoire et utopique. Voilà. Et alors j'aurais une question. Qu'est-ce que la poésie glitch? Parce que là, je ne sais pas du tout.
Merci. En tout cas, félicitations parce que je trouve ça vraiment remarquable. Merci. Alors, merci ces commentaires. Alors, concernant la question de l'illusion, est-ce que ce format libère vraiment? Moi, je trouve qu'il ouvre plus de possibilités quand même que le format rigide du livre. C'est une bonne question qui mérite de bien la penser. Pareil, concernant la liberté de l'auteur par rapport au programme, c'est une bonne question. En fait, tous les commentaires que vous m'avez fait, j'y pense et je pense qu'il faut y réfléchir un petit peu plus de temps. Je pense que oui, malgré tout, il y a quand même le contrôle parce que voilà, l'algorithme, il est programmé, il est fait pour donner tel texte à tel moment si on fait telle action. Donc, il y a peut-être une partie qui en effet est illusoire, mais en même temps, par exemple, pour Sabotare Retroexistencial, moi, j'ai fait l'effort. Oui, alors j'ai fait l'effort dans Sabotare de passer les poèmes pour voir à quel moment il va me remettre un poème que j'ai déjà vu. Et je me suis arrêtée avant parce qu'en fait, il m'a jamais montré le même poème. Mais on voit quand même qu'il y a une limite dans cette liberté parce que quand on analyse, moi, j'ai extrait les 10 premiers poèmes et on voit une énorme quantité de similitudes, même au niveau de la structure, des thématiques. Il y a quand même une quantité d'éléments récurrents qui reviennent. Donc, c'est vrai qu'il y a une illusion d'avoir plein de poèmes. Et en final, on se rend compte qu'ils parlent de la même chose. Les figures de style sont très similaires. Et donc, en effet, c'est peut-être une liberté qui est plus illusoire. Mais en même temps, je pense quand même que l'outil numérique permet d'apporter une liberté par rapport au format papier traditionnel en permettant plus d'interaction et voilà, d'apporter la dimension multimédia également. Alors attention, je n'oppose pas, disons, le livre papier traditionnel à ce nouvel outil d'écriture. Simplement, je réfléchis sur cette idée que c'est un outil qui nous ouvrirait une liberté infinie. Personnellement, pourquoi je suis comme saint Thomas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est peut-être dû encore à la technique, enfin la technologie plutôt. Est-ce que la technologie, où sommes-nous parvenus à un point que la technologie nous permette d'avoir cette liberté infinie? Pour l'instant, c'est pas l'impression que j'ai. Voilà. C'est pour ça que je parle d'utopie et de liberté illusoire. Voilà. Mais je n'oppose pas les deux médias. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est sûr qu'il y a malgré tout une limite. Après, c'est vrai qu'en l'occurrence, j'ai pris l'œuvre de Belen Gachet qui n'est pas... voilà, en 2025, on trouve quand même des cas d'œuvres où il y a quand même une liberté qui est beaucoup plus importante que dans celle de Belen Gachet. Avec Caroline, on avait fait l'expérimentation avec l'intelligence artificielle et je pense qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent quand même une liberté plus grande que l'œuvre de Belen Gachet. Oui, alors là, c'est là que je me permets d'intervenir. Merci. Donc effectivement, Sylvie, je pense que tu as raison. C'est-à-dire une partie de ce qu'on appelle de la non-liberté est liée à des contraintes techniques que pour l'instant, on ne domine pas bien. Là, par exemple, le fait de ne pas pouvoir revenir sur le poème d'avant, c'est soit un bug, soit un maillon de la chaîne de la programmation qui ne fonctionne pas. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte parce que du coup, si tu veux, pour reprendre ton idée d'utopie, on va probablement vers plus et que... le projet utopique, c'est la concrétisation technique de cette liberté dans l'accès à la lecture, le déploiement du sens à travers toutes sortes de manipulations j'imagine, on ne peut même pas envisager pour l'instant. Mais au-delà de ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue à propos de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de gloser sur l'artificialité de l'intelligence artificielle, mais depuis l'artificialité de l'intelligence artificielle, s'interroger sur l'artificialité de notre intelligence naturelle. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, sinon c'est un débat qui est vain, en fait, de s'interroger sur
la liberté illusoire et compagnie, en fait. Finalement, cette littérature, dans les échecs, les impasses dans lesquelles elle se retrouve, dans les mécaniques qu'elle essaye de mettre en place, etc., ne nous conquiert pas davantage de liberté. En revanche, elle nous interroge sur la pseudo-liberté que la littérature papier clame haut et fort, et sur sa pertinence, et sur sa capacité à renouveler le langage par-delà le langage quotidien, les associations habituelles, les clichés, les expressions toutes faites, etc. C'est ce que postule la littérature, de dire, moi, je décloisonne la pensée parce que je décloisonne le langage qui décrit la réalité. Bon, bah là, je pense que cette littérature-là, c'est ça qu'elle a comme vertu, en fait. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la question que tu poses à la fin, qui est amusante sur, mais quand est-ce que cette littérature, elle sortira de sa condition de littérature périphérique, marginale, marginalisée, périphérisée, etc., et deviendra la littérature tout court, bah, je pense que justement, c'est-à-dire là, ton exposé nous a fait la démonstration que cette littérature, elle ne sait pas être dans la discontinuité et qu'elle est estancada dans la continuité. Et qu'en réalité, tout ce que tu as observé, c'est des modalités d'une continuité autre, voilà, qui sont plus ou moins réussies, plus ou moins artificielles, plus ou moins superficielles, etc. Mais en fait, on ne rompt pas. On interroge la littérature dans une dimension méta. Et je pense que la littérature numérique deviendra véritablement de la littérature tout court quand elle cessera de faire de la littérature. Peut-être qu'elle changera de nom d'ailleurs. Là, elle est juste à la traîne, en essayant, voilà, parce que, tu vois, c'est ce que te disait un petit peu Lina, c'est-à-dire, bah là, ce que tu as montré dans ta première partie sur les avant-gardes, bah, on voit que finalement, c'est juste potentialiser les idées des avant-gardistes depuis la technique. Mais finalement, c'est là, moi, je pense que, à la différence de toi, le grand 1, je le conclus par, bah, c'est la preuve de l'immuable continuité de la littérature numérique. C'est-à-dire que là, et d'un point de vue, alors ça, c'est d'un point de vue technique. Tu vois, ce sont juste des expérimentations techniques qui sont rendues possibles par le split screen, les machins, le truc tu cliques, tu bidules et tout ça, ok. Et ce qui est d'un point de vue du contenu, du contenu, cette littérature, elle dit quoi à la preuve? C'est pas pour rien que Lina a dit, bah, Foucault, Deleuze et compagnie, enfin, je veux dire, c'est pas d'hier, quoi. Voilà, c'est-à-dire, ben, le féminisme, l'écoféminisme, bref, tout ce que tu nous as dit qui étaient les thématiques de ton écrivaine, bah, en fait, la littérature papier, elle porte exactement les mêmes choses. Voilà, donc, et c'est pas une critique, hein, c'est que je pense que là, la littérature numérique, elle est à ce stade où elle doit effectivement devenir autre chose, avec une vraie rupture. Je ne sais pas comment ça va s'appeler, ce qu'elle va produire, mais tant qu'elle s'entêtera à ce que ça s'appelle littérature, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas de révolution, il n'y aura pas de rupture, de mon point de vue. Hein. Bon. Ah, je laisse la parole à Cécilia, à qui j'ai... Mais c'était pour répondre à Sylvie. Vas-y, Cécilia. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup, Julie. C'était super, super intéressant. Ça soulève énormément de questions, c'est sûr. Et moi, j'ai rien de très différent à dire par rapport à tout ce qui a été déjà dit. Bon, une des questions que je me posais, c'était, Ian l'a dit, quelle était la formation de l'autrice et surtout si elle ne faisait que de la littérature numérique ou si elle publiait à côté aussi d'autres choses. Et puis ensuite, je me posé la question, mais ça a été un peu déjà discuté, quel équilibre ou quel rapport de force entre cette réflexion pour le lecteur et d'autres effets possibles ou fonctions possibles de la littérature. Là, après, tu as dit, bon, il y a beaucoup de manipulations à faire pour celui des oiseaux, qui a été très commenté. Non, pour World Toys, je pense. C'était son premier et tu as dit, bon, ça a mal vieilli et tout. Mais je me posé la question justement de savoir si ces discontinuités créées par ces biais de dire, bon, où est-ce que je peux cliquer, qu'est-ce que j'ai fait et tout ça, avaient une autre fonction ou un autre effet différent de juste se dire, d'accord, je suis obligée de m'arrêter, donc
l'histoire ou les textes s'écoupent. Mais est-ce qu'il y a un autre effet à part ça? Et puis, ça m'avait interrogé aussi, comme David les lycées aussi, quel est le rôle de l'intertexte? Parce que de ce que tu as dit, moi j'ai l'impression un peu qu'il s'agit de quelque chose donné au lecteur comme connu, un peu pour équilibrer une certaine perte des repères, non? Mais qu'au-delà de ça, comme si c'était une matière pas très intéressante comment dire, pour alimenter justement la machine ou les outils techniques. Mais c'est peut-être, comme tu l'as dit, ou bien quelque chose qui ne convient qu'à la littérature numérique de Lengache ou peut-être aux œuvres que tu as choisies aujourd'hui. Mais voilà. Et une dernière question qui me venait en vous écoutant et en écoutant les questions, surtout les questions par rapport à la liberté. J'ai posé la question de si on ne confondrait pas participation avec méta-réflexion, c'est-à-dire si justement, enfin, à la fin, les pouvoirs du lecteur étaient juste de se poser des questions ou comment dire, montrer les mécanismes des constructions de la chose, mais pas dans le sens où il y aurait une liberté plus grande qu'ailleurs. Surtout parce qu'elle accompagne apparemment beaucoup ses œuvres avec des réflexions méta aussi, de ce que tu as dit. Donc, voilà, c'était ça. Mais, merci beaucoup. Merci Cécilia pour tes commentaires. Alors, Gache, en fait, elle a commencé en publiant des œuvres en format imprimé. Et ensuite, quand elle a commencé à se mettre à la littérature numérique, elle imprimait encore toujours un petit peu d'édition papier, comme Kublai Moon. Et ensuite, là, maintenant, elle fait que de la littérature numérique. On trouve, elle fait beaucoup de performances. Où elle va à des endroits, elle installe des objets, pour avoir vraiment une interaction avec le texte. Mais là, actuellement, elle publie plus du tout en format papier. Alors, concernant l'effet... alors, attends, ta deuxième question, j'ai pris des notes que je n'arrive plus à relire. Tu m'as dit l'effet que ça produisait... oui, quand on était obligé de s'arrêter dans la lecture, si ça avait un autre effet, pour moi, non. Pour moi, c'est purement le site qui a été conçu comme ça, ou alors peut-être éventuellement que l'effet, c'est pour montrer que il faut faire des démarches pour accéder au sens, au texte, et vraiment s'engager pleinement dans l'œuvre. Ça pourrait être potentiellement une interprétation possible. Et concernant la question de la méta-réflexion, c'est vrai que c'est intéressant parce que en discutant avec vous toutes et tous, on se rend compte que finalement, oui, le pouvoir du lecteur en fait est limité. Et Gache parle beaucoup dans ses essais théoriques des mécanismes de ces récits, et on pourrait se demander si oui, finalement, c'est pas simplement pour montrer ce fonctionnement de son récit et l'expliquer au lecteur. Ce serait possible, oui, je pense. Alors moi, j'ai juste deux, trois petits trucs pour compléter. La principale... Ah, excuse-moi Sylvie, je croyais que c'était une vieille main qui... Non, qui c'est pas une vieille main. C'est une jeune main. Quelle jeune main, vas-y. Alors, j'aurais une autre question tout à fait différente. Au-delà de ce cas particulier, enfin de cette autrice et de son œuvre, moi je me pose le problème de la conservation
de la littérature numérique. Parce que là, on a évoqué Java, par exemple. Bon, Java n'a pas disparu. Hein. Il existe, ça existe toujours. Seulement, il est très peu pratiqué et tous les ordinateurs maintenant ne le lisent pas, mais ça existe encore. Et donc, justement, le problème avec l'évolution technologique, quel est le devenir des œuvres dans cette idée de continuité de la littérature? Comment va-t-on pouvoir les conserver? Et sous quelle forme, en fait? Voilà, c'est tout. Alors, c'est une question très intéressante. Il y a un organisme qui s'appelle la ELO, la Electronic Literature Organization, qui regroupe, en fait, qui essaye en tout cas de regrouper toutes les œuvres numériques existantes. Il y a également, donc, comme l'a cité Yann tout à l'heure, un projet au Chili où, pareil, il y a vraiment une compilation de toutes les œuvres numériques. Alors, la conservation, c'est vraiment un problème. On peut voir sur le site chilien qu'il y a des captures vidéo d'œuvres numériques qui sont plus consultables. Moi, j'ai été confrontée de nombreuses fois à avoir des liens. Les liens ne fonctionnent plus. Donc, c'est vrai que c'est une vraie problématique parce que je ne pense pas que la simple capture image ou la capture vidéo suffise pour vraiment comprendre l'œuvre et ses mécanismes. Donc Gatché, en l'occurrence, je pense qu'elle est vraiment à la limite. Pour vous donner un exemple, le fait qu'il y ait les bulles dans le titre de Word Toys, moi, sur la version restaurée du site, je ne l'ai pas. L'image, elle est figée. Et justement, Belen Gatché, elle propose la version originale et la version restaurée. Mais on voit malgré tout que la version restaurée reste malgré tout limitée et qu'en fait, c'est plus adapté en 2025 au niveau support électronique. Oui, ça, moi, c'était un point sur lequel je voulais revenir, sur la question du vieillot et des conditions de la continuité de l'accès au texte dans le temps. Et s'il y avait des gens qui commençaient à y réfléchir d'un point de vue technique, c'est-à-dire le passage, tu vois, par exemple, quand c'est le CNRS qui avait proposé, quand les gens avaient dit on va quitter X parce que c'est problématique, et c'est ces gens au CNRS qui avaient créé ce truc qui était très marrant, c'était Hello Kitix. Et donc, c'était comment est-ce qu'à partir ça te récupérait tout ce que tu avais fait sur ton compte X et ça le mettait vers une autre plateforme. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a déjà des gens qui pensent ces questions techniques de continuité de l'œuvre dans le temps, le cas échéant avec une adaptation, une espèce de, tu vois, de réécriture perpétuelle ou de reprogrammation perpétuelle? Ça, je pense que c'est intéressant de se le demander. Ce que dit Sylvie aussi, bon, ça, on en a parlé 50 fois toutes les deux, hein, la question de bibliothèque numérique. Voilà, tout ça, c'est très joli, mais qui paye, qui stocke, qui a accès à... C'est gratuit, c'est pas gratuit, et qui a accès? Est-ce que finalement, là où tu avais une espèce de démocratie, tu vas sur les quais, ou tu vas chez Gibert, ou tu vas je sais pas où, tu te trouves un livre d'occasion, là, quid de l'occasion du fichier numérique, quoi. Bon, donc ça se pose, tu le sais, ça fait partie des éléments sur lesquels tu vas devoir réfléchir. Ensuite, alors, effectivement, moi, j'étais comme les amis, c'est-à-dire fascinée par tout ce que tu as raconté. Je pense qu'on aurait aimé voir davantage. Par exemple, moi, les chants d'oiseaux, je voulais entendre la cacophonie, tout le monde, tous les piafs qui disent des trucs en même temps. Et ça m'a fait penser, je pense que tu devrais, ne serait-ce que par le biais de Sophia, parce qu'on est très nombreux, faire une espèce de questionnaire et de test où tu aurais des retours de lecteurs que tu pourrais utiliser dans tes annexes. Tu sais, hier, samedi, on a eu la réunion des doctorants américanistes du CRIA et on s'est interrogé, qu'est-ce qu'on met dans des annexes? Ça, je pense que faire une petite expérience avec un élément de ton corpus particulièrement intéressant et voir ce que ça suscite, voir ce que ça génère, et puis surtout, par exemple, vous avez cliqué d'abord sur quoi, vous avez fait quoi, etc. Bon, ça, je pense que tu peux le mettre en route. Bon, d'autre part, au-delà des interrogations sur la pseudo-liberté que nous laisse la littérature papier, qui est probablement, disons, plus expérimentée parce qu'elle a eu plus le temps de se mettre au point pour arriver à nous faire croire que nous pouvons interpréter les choses comme nous les interprétons, alors que nous savons très bien que la littérature est une machine à produire des effets et que ces effets servent à installer le discours pour que nous devenions progressivement des adeptes de la religion du texte. Il se trouve juste que comme nous sommes dans une proto-littérature numérique où on ne cache pas encore son jeu,
Donc, on n'a pas les outils numériques pour cacher son jeu. Ça se voit de manière voilà, un peu maladroite et tout ça. Après tout, est-ce qu'il n'y a pas ces choses-là? Et ça va interroger voilà, sur les compétences de masquage des dispositifs de la littérature papier, en fait. C'est ça, je vous dis, qui est intéressant, c'est la défamiliarisation qu'opère la littérature numérique, moins pour s'interroger à ce qu'elle est que pour réinterroger ce que l'autre est. Donc là, par exemple, j'aimerais bien que tu creuses un peu davantage sur la notion de les éléments constituants, en fait, de la littérature. Tu vois, par exemple, tu as parlé d'instructions tout à l'heure. Il y a quand même des instructions au début. Les instructions, est-ce que ça a valeur d'incipit? Parce que du coup, moi, si tu me dis je peux commencer n'importe où, d'accord, j'entends bien que ça peut être comme pour Rayuela, j'ai autant d'incipit, donc de pacte de lecture, d'horizon d'attente, qu'il y a de clics possibles sur le truc. Bon, malgré tout, j'aimerais bien savoir à quel endroit l'œuvre pose son capital génétique, le programme de lecture, quelles sont les règles du jeu, ou est-ce que finalement chaque clic est une manière de mieux assujettir le lecteur, parce que tu vois, c'est comme tu as ton chien avec une laisse déroulante, et puis chaque clic, ce serait un moyen de rappuyer sur histoire que je prenne pas trop de mou sur ma laisse. Bon, il faudra que tu t'interroges là-dessus. Autre point, tu vois, je soulève juste les choses pour que tu vois ce que tu en fais après. Je pense qu'on n'a pas parlé dans ta thèse, mais il faudra que tu en parles à un moment donné, sur la question de la littérature augmentée. Alors, j'ai l'impression que ça ne se fait plus trop, que c'est un peu tombé à l'eau, ce truc-là, mais il y avait des textes littéraires où, à l'intérieur, il y avait des QR codes. Et alors, ça avait plus ou moins valeur de note de bas de page, mais il y avait aussi toute une dimension de génétique textuelle, parce que tu avais les différentes versions, tout ça. Donc là, ça permettrait de faire un pont entre la littérature papier, cette espèce de vieille chose poussiéreuse qui traîne dans l'armoire de Sylvie, mais bon, voilà, ou la littérature numérique, il y a quand même ce truc intermédiaire au milieu du QR code. Alors, est-ce que c'est la littérature qui, se sentant dépassée, c'est mine, béquille, mais en fait qui ne fonctionne pas? Bon, j'aimerais bien que tu réfléchisses là-dessus. D'autre part, on a parlé de manque de liberté du lecteur ou de l'auteur parce que le code et tout. Bon, après tout, on peut dire que si je fais un sonnet, il y a un code. Voilà, et la césure, gna gna gna, et le verbe bidule, et le verbe machin, et le truc. Bon, voilà, là, j'ai une programmation. Bon, en revanche, existe-t-il des projets de littérature numérique où il y a moyen d'intervenir sur le code, où là, je me retrouverai avec une espèce d'expérience de transcodage, une écriture collaborative en vrai, et qu'en fait, c'est moi qui fais évoluer le code. Là, d'accord, bon, à réfléchir. D'autre part, effectivement, ce que Lina disait est très, très important, c'est que cette liberté, on voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec Elon Musk, la main mise sur les données, les machins, etc. Tu peux pas ne pas... C'est toujours pareil, d'où tu parles. Voilà, les coordonnées du point d'énonciation, Yann te l'a dit aussi. Là, il faut absolument que tu t'intéresses à mais les logiciels, les plateformes qui hébergent ces choses-là. C'est-à-dire, qui paye? Voilà, à partir du moment où tu as qui paye, tu sais quelle est ta marge de manœuvre. Donc là, il va falloir réfléchir à ce truc-là. Et puis, pour finir, hein, il y a la question de savoir si cette littérature, elle n'est pas exclusivement dans le recyclage. C'est en fait une espèce de truc à cheval entre elle potentialise et donc, du coup, elle le montre de manière un petit peu simpliste, ce que le papier avait imaginé. Voilà, c'est-à-dire de lire en même temps, de voir en même temps, de lire en musique, enfin la transmédialité, etc. Elle ne fait que potentialiser ce que l'autre avait suggéré. Mais après tout, ça sert à quoi pour potentialiser ce qui est suggéré? Il n'y a pas toujours besoin de mettre des mots sur les choses. Il n'y a pas toujours besoin de mettre des images sur les choses que tu imagines, etc., etc. Donc, à cheval entre ça et finalement se condamner à n'être qu'une espèce de grosse machine à recyclage. De faire la même chose, en fait. Voilà. Et j'insiste, tu vois, j'y avais pas pensé avant de t'entendre, mais en t'entendant, je me suis dit, mais cette littérature, et tu vois, c'est avec ta conclusion à la fin. Pourquoi vouloir absolument que ce soit de la littérature? À mon avis, c'est là l'erreur. Voilà. Il faut qu'elle, mais je ne sais pas ce que ce sera, mais il faut que ça s'appelle autrement, et il faut que ce soit autre chose. Voilà. Sinon, je pense que ça ne marchera pas. Ce sera des petites expérimentations, c'est rigolo, mais on ne va pas pouvoir faire 50 fois les oiseaux. On ne va pas pouvoir faire 50 fois le texte qui disparaît au fur et à mesure que tu passes ton curseur. Voilà, ça relève du... Enfin, tel que c'est présenté, je pense qu'elle se condamne à relever du gadget.
Donc c'est intéressant pour interroger les paramètres, périmètres de la littérature tout court, mais c'est juste la mouche du coche, quoi. Voilà, la littérature numérique, c'est-elle être autre chose que la mouche du coche de la littérature, du fait littéraire tout court? Voilà, moi, c'est la question que je te pose et à laquelle il faudra que tu répondes dans ta thèse. Merci, merci pour tous tes commentaires. Alors, c'est intéressant la question de la littérature augmentée parce que justement, dans Kublai Moon, la version qu'elle a éditée, à la fin de l'œuvre, il y a un QR code. Et quand on scanne ce QR code, on arrive sur l'algorithme Sabotare rétroexistential. Donc, justement, il y a cette dimension aussi de littérature augmentée. Et alors, concernant la continuité, la conservation de ces œuvres dans le temps, il faudrait que je me renseigne, voir s'il y a des gens qui ont écrit là-dessus. En tout cas, elle, Gatché, ce qu'elle a entrepris pour la conservation de ses œuvres, c'est que ces œuvres ont été gravées sur des CD. Alors, encore une fois, bon, aujourd'hui, les ordinateurs qu'on achète n'ont plus de lecteur CD, mais ça a été une façon pour elle de voilà, stocker ses œuvres quelque part. Mais voilà, qui en 2025 est un peu désuète. Puis encore faut-il que les logiciels fonctionnent. Enfin, tu es quand même tributaire de la lecture des choses. Nous qui avons fait notre thèse au XVIIIe siècle, crois-moi que des fois, ou des articles auxquels tu ne peux plus accéder parce que tu n'as plus le logiciel. Ou alors, ça veut dire qu'il va y avoir, tu as besoin de mettre les moyens financiers pour qu'on te équipe des logiciels qui te permettent d'accéder. Ça pose d'autres problèmes. Bon. Okay. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Ah, Sylvie et puis David. Oui. Tu me taquines là, avec mes bouquins du 19e siècle, mais mes bouquins du 19e siècle peuvent être lus dans des villages éloignés qui n'ont pas l'électricité ou des choses comme ça. Voilà. Alors que si tu n'as pas d'électricité, tout simplement avant même d'avoir un ordinateur, ou si tu n'es pas couvert, enfin si la zone n'est pas couverte pour lire sur ton téléphone, tu n'as rien. Donc c'est pour ça que le problème de la conservation est très important pour moi, parce qu'il y a aussi un problème de diffusion. Voilà. Il y a un problème d'accès Donc, déjà. Vive les livres du 19e. Merci Sylvie. David? Merci beaucoup. Non, c'était juste une petite question, mais là, c'est voilà, pure curiosité en tant que spécialiste de littérature espagnole. Est-ce que tu connaîtrais des auteurs en littérature espagnole, justement? Je pense que ça pourrait intéresser Marie-Élina aussi. Mais dans littérature numérique, est-ce que tu aurais des exemples d'auteurs en littérature espagnole pure? Je sais que c'est pas du tout ton... Alors là, les premières qui me viennent, donc il y a Tina Escarra, qui est assez reconnue dans le monde de la cyberpoésie. Et il y a Maria Mencía qui a écrit une œuvre qui s'appelle El Winnipeg, où justement qui est une œuvre qu'elle a écrite en collaboration avec un lectorat assez important. Voilà, là c'est les deux premières qui me viennent, mais Mencía est assez connue malgré tout. Oui, il y en a plein en Espagne. Moi, je n'ai pas de nom comme ça qui me viennent à l'esprit, mais il y a beaucoup de projets en Espagne aussi. Ouais. On s'était posé la question avec Julie au départ si elle faisait tout, les deux, parce que ce qui l'intéressait, c'était le phénomène. Et puis après, peu importe la provenance des exemples des pays hispanophones, bon, pour des raisons X ou Y, on s'est cantonné à l'Amérique latine. Enfin, cantonné, mince, pardon. On s'en est tenu à l'Amérique latine, mais il y a beaucoup de choses. Si tu cherches, tu trouveras énormément de choses sur l'Espagne. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va briser là, comme dirait l'autre. Nous donnons rendez-vous en mars. Je ne sais plus exactement quelle est la date. Je vais vous envoyer un mail avec, je referai un autre lien. C'est Alexia qui nous fera une présentation. Et d'ici là, bah, écoutez, ouvrez vos ordinateurs et pour d'autres, vos livres papier.